Mais écoutez, sans plus attendre, je vous propose que nous commencions pour traiter de ce sujet autour de l'adaptation au changement climatique sur un webinaire qui va porter sur la lutte contre les îlots de chaleur dans les grandes agglomérations. Et avant d'aller directement droit au but, je vais revenir sur le cycle que nous avons lancé. Le comité 21 fonctionne en cycle de webinaires, de travail. Et donc, la première session qui s'est tenue, c'était le 9 avril, sur les questions de littoral, en fait, de pression sur l'eau notamment, et sur les questions touristiques. Donc, ça a eu lieu le 9 avril. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour traiter des îlots de chaleur. Je ne développe pas plus. Et le 15 octobre, nous traiterons de la résilience des infrastructures critiques. Et donc là, ça va concerner à la fois les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, adhérents du comité 21, n'hésitez pas à vous inscrire. On est en train de mettre dans le chat là le lien pour que vous inscriviez directement. Et enfin, on terminera le 26 novembre ce cycle adaptation par les questions d'insularité, comment les Iliens en fait font face par rapport à cette question de l'insularité, par rapport à la question du changement climatique dans ce contexte très particulier évoqué. Vous dire aussi que le comité 21, c'est pas que du webinaire, bien évidemment, c'est aussi des notes, des publications. On a publié en mars, si vous êtes intéressé par les questions, sur ces questions-là d'adaptation au changement climatique en lien avec la nature, donc les SAFN, un tour d'horizon, où on revient, donc c'est quelque chose qu'on porte notamment au sein du FFB, de l'OFB, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui là? De l'OFB. Euh, donc, les solutions d'adaptation fondées sur la nature, une note assez complète et assez pratique, un guide même opérationnel. On a publié aussi, donc vous avez dû suivre ça pour ceux qui suivent cette actualité autour du rapport annuel de la Cour des comptes qui traitait spécifiquement de l'adaptation. Et donc, on a rédigé, plus exactement, Guillaume Simonet a rédigé, et on a publié donc note de synthèse à la fois critique et constructive sur ce rapport. Et puis, on est en train de travailler d'arrache-pied, toujours avec Guillaume Simonet, qui est notre expert associé sur une étude santé, adaptation au changement climatique et santé. On fera le point ensemble très prochainement. Vous avez encore une fois en lien et en descriptif, vous trouvez tous les liens utiles des publications passées et je vous restez en alerte en fait pour cette publication qui devrait avoir lieu en novembre sur l'étude santé. Voilà, quelques mots d'introduction. Sans plus attendre, bah, écoutez, je laisse Guillaume introduire le sujet et présenter ses intervenants. Et bon visionnage. Merci Nicolas, donc je prends la main. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième webinaire du cycle 2024. Donc je vais en assurer l'animation. L'occasion de rappeler d'ailleurs que ce webinaire est enregistré afin de l'offrir de manière différée. Voilà, alors aujourd'hui, comme Nicolas l'a précisé, on va s'intéresser à la lutte contre les îlots de chaleur à l'échelle des grandes agglomérations et des métropoles. On a tout un panel hyper intéressant. Nous, on est ravis d'accueillir Clément Gaillard du bureau d'études Freyo, Céline Bigy du CEREMA et Florian Dupont de l'entreprise ZEFCO. Alors, d'abord, grand merci à nos intervenants de s'être rendus disponibles pour nous partager vos retours d'expérience, vos réflexions aussi. Mais avant de vous présenter, je vais cadrer effectivement la thématique du jour en une diapositive. Voilà, donc c'est celle-ci que je trouve marquante, hein, qui est présentée sur le site du ministère pour la France s'adapte, France plus 4 degrés. Donc on commence à avoir de plus en plus d'illustrations de ce que peut être un France à plus 4 degrés de température moyenne annuelle en 2100. Et donc cette carte, voilà, c'est quoi? C'est une extrapolation de ce à quoi pourraient ressembler les conditions climatiques de quelques agglomérations françaises à l'horizon 2100, on va dire, par le biais de ce qu'on appelle la méthode des analogues climatiques. Alors attention, hein, c'est un exercice qui se veut surtout visuel, hein, de vulgarisation, parce qu'il s'attache à transposer quelques variables climatiques, hein, celles qui sont mentionnées ici, là, afin de déterminer des climats futurs, mais en les comparant avec ceux actuels d'autres villes européennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est surtout le fait que l'évolution climatique globale est en cours, elle s'accélère,
elle accélère aussi l'installation de conditions climatiques locales différentes et donc elle accélère aussi la manifestation, là encore à l'échelle locale, d'impacts, parmi lesquels le risque accru de canicule et de vagues de chaleur. Alors, petit clin d'œil, hein, je voulais rajouter l'information que cet exercice a déjà été effectué en 2008 par des chercheurs du CIRED, parmi lesquels peut-être certains connaissent Stéphane Algat, et qui avait conclu à ce moment-là qu'avec une augmentation de plus 4 degrés, donc c'était déjà l'exercice à France plus 4 degrés, Paris aurait le climat de Cordoue, Cordoue dans le sud de l'Espagne. Donc je souligne qu'on était 16 ans plus tôt, l'adaptation n'était pas du tout au goût du jour et ces résultats sont rapidement tombés dans l'oubli jusqu'à ressurgir ici. Donc on en est content. Mais voilà, c'est pour souligner aussi qu'il y a des pionniers dans cette communauté scientifique et qui participent, on va dire, à tout un champ qui est en train de s'instaurer, on va dire, sur l'adaptation au changement climatique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ça? Alors, quelle stratégie d'adaptation, quelle réorganisation pratique, notamment en termes de patrimoine bâti, de requalification urbaine pour contrer ces impacts climatiques? Ben, c'est ce que l'on va voir maintenant. On va débuter avec Clément Gaillard. Donc, bonjour Clément. Alors, Clément, je vous laisse partager votre écran, ce qui veut dire que Nicolas, il faudrait départager l'écran juste avant. Et ça me permet de vous présenter Clément pendant cette petite manipulation technique. Donc, Clément, vous êtes urbaniste, designer, consultant spécialisé dans la conception bioclimatique et la lutte contre l'îlot de chaleur urbain, normalien, agrégé, titulaire d'un doctorat en urbanisme sur la conception bioclimatique en architecture, et vous bénéficiez d'une large expertise dans le domaine de l'intégration des phénomènes climatiques en urbanisme, en architecture, en design. Vous avez fondé le bureau d'études Freyo, spécialisé dans le design climatique, et vous êtes l'auteur de nombreux articles scientifiques sur l'architecture bioclimatique et vernaculaire. Et vous avez dirigé aussi un ouvrage de référence sur les low-tech qui s'appelle Une anthologie pour comprendre les low-tech. Alors, je ne sais pas si pendant ce temps, vous avez réussi à partager. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Et maintenant que je vous ai présenté, ben, écoutez, je vous cède la parole pour une vingtaine de minutes et je la reprendrai pour une série de questions. Ok, on m'entend bien, c'est bon? C'est parfait. Ouais. Ok, donc merci pour cette présentation, Guillaume. Donc oui, merci de l'invitation aussi du comité 21 pour présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces histoires de low-tech, de stratégies low-tech de rafraîchissement urbain et de comment est-ce qu'on peut imaginer en fait des solutions de rafraîchissement qui vont être adaptées à l'existant. Bon, pour me présenter, ça a été déjà dit, mais donc j'ai un bureau d'études qui s'appelle Fréo qui travaille sur les sujets de conception bioclimatique dans une démarche plutôt low-tech, ça je vais en parler juste après. Je me suis intéressé à ces questions de low-tech et de prise en compte du climat dans le cadre de ma thèse sur la question de la conception bioclimatique, où je me suis amusé à aller rencontrer des ingénieurs qui ont travaillé sur le sujet de la prise en compte du climat dès les années 70. J'essaie de retracer en fait comment les techniques solaires, les techniques passives de rafraîchissement et de chauffage avaient évolué et pourquoi en fait certaines ont pu disparaître dans les années 80-90. Voilà, ce qui m'a amené m'interroger et à créer mon bureau d'études sur ces sujets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des low-tech parce que c'est un cadre conceptuel que je pense intéressant pour réfléchir à ces notions d'adaptation au changement climatique. Ensuite, je vous présenterai le cas d'une étude qui a été faite sur un centre historique. On va parler de surchauffe urbaine des villes patrimoniales. Ensuite, j'évoquerai un petit peu des stratégies de rafraîchissement qui peuvent justement s'inspirer de l'existant et des problématiques justement d'îlots de chaleur. Donc, sur les low-tech, j'imagine que ça parle à certains d'entre vous, mais je voulais faire un rappel. Donc, le terme de low-tech, il a été popularisé en 2014 par la publication d'un ouvrage de Philippe Biwix. Philippe Biwix, c'est un ingénieur. Et en fait, Philippe Biwix, lui, il s'attache au problème aujourd'hui posé par la consommation des ressources matérielles. Vous avez ici le tableau de Mendeleev que vous connaissez sans doute. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces ressources matérielles, elles vont être plus ou moins mobilisées pour la conception de plein d'objets. Donc les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer en consomment un certain nombre. Et vous avez ici par exemple le tableau de Mendeleev qui est déformé en fonction de l'abondance de certaines ressources et surtout des ressources plus ou moins critiques. Vous avez avec le petit logo téléphone, c'est toutes les ressources qui sont mobilisées dans la fabrication d'un téléphone. Il y en a pas mal, vous pouvez observer. Ça, on pourrait dire, ça concerne pas tout à fait le monde du bâtiment et de l'urbanisme. En fait, c'est faux parce que, ben, aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, pour fabriquer ne serait-ce que des vitrages faiblement émissifs, qu'on appelle vitrage
low E en anglais, et ben on va mobiliser par exemple des oxydes d'indium éteint parce qu'en fait dans ces vitrages, pour en fait corriger l'émissivité de ces vitrages-là, on va leur appliquer une fine pellicule, une fine couche de matériaux à l'échelle nanométrique. Et donc, on va utiliser un oxyde d'indium éteint, qui sont deux métaux rares que vous avez ici sur le tableau de DDF. Pour ce faire, on va utiliser des techniques relativement élaborées. Aujourd'hui, pour fabriquer un vitrage, un bête vitrage faiblement émissif, on va utiliser des technologies qui sont mises au point dans la fabrication des microprocesseurs. On va utiliser des chambres sous vide, etc. Et donc, pour fabriquer ne serait-ce que ce vitrage-là, on va mobiliser des ressources plus ou moins propres, entre guillemets. Je vous ai mis ici des photos des mines, justement, des mines d'étain qu'on peut trouver à travers le monde. Donc, on va mobiliser des ressources qui potentiellement ont entraîné, ont dégradé des milieux, ont entraîné l'exploitation de personnes dans des conditions qui sont tout à fait scandaleuses. Et à l'autre bout de la chaîne, quand on va recycler ce vitrage éventuellement, eh ben, on va se retrouver à par exemple, mettre en décharge. Et s'il a la chance d'être cuit, il va se retrouver bêtement, donc cet oxyde d'indométhane, dans des verres qui vont partir pour faire des bouteilles éventuellement. Et donc, en fait, la question des low-tech, c'est quand on va réfléchir à ces sujets d'adaptation au changement climatique, ben, quelle technologie, quelle technique on va mobiliser justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour minimiser en fait toutes ces conséquences environnementales désastreuses. D'un côté, une exploitation complètement irraisonnée des ressources naturelles d'une part, et de l'autre côté, des modes de recyclage complètement indifférenciés qui font que même voilà, des oxydes métalliques relativement rares se retrouvent mélangés avec des verres de piètre qualité dans des logiques de recyclage un peu industrielles. Tout ça dans un contexte que Guillaume a rappelé de réchauffement climatique et de bouleversement à une échelle globale qui nous concerne aujourd'hui. Et aussi, ça c'est hyper important, on parle aujourd'hui de plus en plus des questions d'impact environnemental, d'impact carbone, aussi en essayant de sortir de cette vision du tunnel carbone qui est un peu représenté par cette illustration. En fait, en gros, aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que dans les réglementations, l'Aéro 2020, on va regarder les questions d'émissions carbone associées et on va pas regarder tous les impacts environnementaux qui sont aussi déterminants. Donc voilà, aussi arriver à essayer de sortir de cette vision centrée seulement sur les émissions de CO2. Ça amène justement à se questionner, à essayer de concevoir justement dans une démarche low-tech telle que Biwix a pu essayer de la populariser. Vous avez ici une définition de ce que peut être faire des low-tech. Donc un objet ou un système peut être présenté comme low-tech s'il est durable, facilement réparable et conçu pour économiser les ressources matérielles et énergétiques afin de favoriser des modes de vie plus soutenables. Cette définition, elle est un peu longue, mais en fait, en gros, elle englobe pas mal de choses importantes. L'idée, c'est que justement, on va essayer de concevoir des objets qui vont être durables, c'est-à-dire qui vont être durables dans le temps, qui vont pas se dégrader rapidement, qui vont être facilement réparables, donc on va pouvoir en fait entretenir au cours de leur cycle de vie, qui vont justement économiser toutes les ressources que j'évoquais avant, ces ressources matérielles qui peuvent être rares, mais aussi les ressources énergétiques associées à la transformation de ces matériaux. Et enfin, ça c'est presque le plus important, enfin c'est le plus important, c'est le fait que quand on conçoit un low-tech, un objet low-tech, on doit essayer de faire en sorte de favoriser des modes de vie plus soutenables et plus vertueux. Ça, c'est hyper important. Et donc, grosso modo, pour essayer de présenter un peu simplement cette notion de cette démarche low-tech, l'idée, c'est que quand on a un choix à faire du point de vue technique, ou un choix de conception, bah, on a un spectre de solutions devant soi. On peut aller vers des solutions plus high-tech, qui vont du coup mobiliser une abondance de ressources non renouvelables, ou on peut à l'inverse essayer de rechercher des solutions plus low-tech, qui vont pour le coup essayer voilà, de favoriser l'utilisation de ressources renouvelables, etc. Et l'idée, c'est que en fait, traditionnellement, en fait, de manière un peu conventionnelle, on va vers des solutions plutôt high-tech, et la démarche low-tech, on va essayer de faire en sorte, au contraire, de lutter contre ces espèces d'a priori ou de solutions un peu faciles. Et on va essayer de se retrouver, d'aller vers des solutions plus appropriées, plus en cohérence avec les limites planétaires. Pour vous donner un cas très concret qui nous concerne aujourd'hui, la question du rafraîchissement. Déjà, quand on dit rafraîchir les bâtiments, finalement, un bâtiment, il y a assez peu de cas où il a besoin d'être rafraîchi. On va plutôt chercher à rafraîchir les occupants d'un bâtiment. Donc déjà, la question, c'est de bien poser un problème. Quand on commence à se poser la question de comment on rafraîchit les occupants d'un bâtiment, on a face à soi un spectre de choix, un spectre de solutions. Si on va vers les plus high-tech, on va aller vers des systèmes de climatisation à compression qui ont plein d'inconvénients que vous connaissez sans doute. On peut aller vers des systèmes un tout petit peu plus low-tech, type climatiseur adiabatique, qui vont utiliser l'évaporation de l'eau pour fonctionner. On peut encore aller vers des systèmes encore plus low-tech, c'est-à-dire les brasseurs d'air, qui sont aujourd'hui favorisés par la réglementation. Les brasseurs d'air, ils ont l'avantage de consommer assez peu d'énergie électrique pour fonctionner. Par contre, il y a encore un peu de cuivre, etc. Il y a des métaux rares dedans.
on peut aller vers des ventilateurs encore plus petits, ou encore, bah voilà, le plus low-tech, c'est essayer de travailler sur la ventilation naturelle dans la mesure du possible. Et en fait, la question quand on fait des low-tech, c'est justement de se placer face à ce spectre de choix et essayer de faire en sorte d'aller chercher plutôt des solutions dans ce champ-là plutôt qu'ici, en pensant aussi à la complémentarité entre les différentes solutions. Ça, c'est hyper important. C'est le fait que quand on raisonne sur ces questions de tech, eh ben, on doit questionner les questionner le sujet du confort thermique, qui est étudié de manière assez conventionnelle avec les zones de confort, etc., mais qui dépend de plein de facteurs, ne serait-ce que l'âge, les activités, etc. Donc, il y a plein de paramètres de confort. Et ça, c'est des choses qui sont assez importantes à questionner quand on fait des low-tech, parce que cette notion de confort, en fait, elle est assez relative, dépend de plein de facteurs culturels. Et pour des ingénieurs qui ont beaucoup travaillé le sujet, notamment Jacques Dreyfus, il y a même des cultures dans lesquelles la notion même de confort n'a aucun sens. Donc, ça nous questionne aussi aujourd'hui sur ces sujets de confort d'été. Pour essayer justement de vous montrer comment on peut incarner cette approche un peu low-tech à travers des projets, je voulais vous parler du cas d'une étude qui a été faite à Arles, dans le sud de la France. Donc, dans un contexte que vous connaissez aujourd'hui, hein, le contexte du réchauffement climatique, c'est ce problème posé par la remontée comme ça des isothermes, un peu, si on reste dans une vision un peu simplifiée. Et donc, oui, je voulais vous parler d'une étude qui a été faite à Arles, à la demande de la mairie et de la DRAC PACA, donc la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le centre historique d'Arles. Donc le centre historique d'Arles, c'est cette zone-ci, qui est donc ce centre historique, il est protégé par un PSMV, un plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine. Et le vrai problème, en fait, aujourd'hui, c'est que ce PSMV est trop strict, justement pour permettre l'adaptation au changement climatique de cette ville, parce que Arles, c'est une ville qui est très touristique en été, il y a les rencontres de la photographie, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est notamment, par exemple, les rencontres de la photo maintenant se déroulent dans des lieux qui vont être plus ou moins rafraîchis naturellement ou artificiellement. Par exemple, ici, c'est les galeries souterraines qu'on trouve à Arles, dans lesquelles se font les rencontres de la photo en été, parce que justement, il y a des problèmes de confort d'été dans cette ville, sous l'afflux en fait, des touristes en période estivale. Et donc, le vrai souci, c'est le fait que cette ville d'Arles, ben, elle est protégée par un PSMV, un plan de sauvegarde patrimoniale, qui fait que, ben, par exemple, ne serait-ce qu'installer une ou deux fontaines devient extrêmement compliqué. Et récemment, il y a eu le cas justement de la mairie qui s'est opposée, qui a reçu un avis défavorable des architectes des bâtiments de France à l'installation de fontaines sur certaines places un peu remarquables. Et donc, l'idée, c'était de travailler justement sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, ces villes patrimoniales face au changement climatique. C'est une étude que j'ai menée avec un ensemble d'architectes. Vous avez ici des groupes, donc c'était une étude assez longue. Et donc l'idée de base, c'était de se dire, bah, allons regarder le problème de cette ville, allons regarder son potentiel aussi, de cette ville d'Arles. Donc c'est une ville qui est, voilà, il y a le patrimoine romain ici, on a un amphithéâtre, des arènes, etc. Donc un patrimoine assez remarquable. Et une des qualités de cette ville, c'est on a une morphologie qui est assez dense, et donc on a, comme dans les villes du Maghreb, une protection mutuelle des façades qui est assez intéressante. Ça, on peut le montrer par des simulations. Donc, par exemple, ça, c'est une simulation du cumul d'ensoleillement reçu au sol. En gros, c'est la quantité de soleil qui va être reçue au sol entre le 21 juin et le 31 août, donc la période estivale. Et en fait, on voit que, grosso modo, les rues sont assez bien ombragées parce que, bah, justement, on a voilà, des façades qui sont très proches et donc on a un ombrage qui est intéressant dans pas mal de rues bien orientées. Ça veut dire quelque chose d'important, c'est le fait qu'on a des continuités de piétonnes ombragées qui permettent en fait aux piétons de marcher à l'ombre en journée. Ça, c'est plutôt positif en termes de morphologie. Le problème, c'est que cette morphologie très dense, elle va limiter le refroidissement du sol pendant la nuit, ce qu'on appelle le facteur de vue du ciel. Et donc, en fait, on a des rues qui vont avoir du mal à se refroidir en période nocturne. Et ça, c'est typiquement une illustration du phénomène d'îlot de chaleur urbain. C'est le fait que bah, pendant la nuit, bah, les surfaces vont avoir du mal à décharger leur chaleur par rayonnement et par convection. Et en fait, elles vont contribuer à réchauffer l'air. Et ça, on a pu le mesurer parce qu'on a vécu une période de canicule à Arles pendant l'étude. Donc, par exemple, il y a des mesures de température de surface qui ont été faites le 24 août 2023 à 1 heure du matin, donc en pleine nuit. Et donc, pour une température de l'air de 29 degrés, ici, on avait des températures de surface qui avoisinaient tranquillement les 30, 32, 33 degrés, voire un peu plus. Sur certains points, ici, c'est des rejets de glaciers, donc en fait de groupes de froid qui étaient positionnés ici. Et en fait, typiquement, voilà, ces mesures viennent confirmer les simulations du cumul d'ensoleillement. En fait, elles montrent que, ben, à cette période-là, pendant la nuit, les surfaces vont avoir tendance à réchauffer l'air et donc elles contribuent au phénomène d'îlot de chaleur. On a d'autres problèmes sur certaines places qui, par exemple, sont pas du tout ombragées. Et en fait, ici, on est dans une zone qui est extrêmement complexe parce que vous avez, du point de vue patrimonial, des problèmes de covisibilité entre des monuments. Vous avez les arènes ici, l'amphithéâtre là. Donc, il faut, du point de vue du plan de sauvegarde patrimonial, préserver des visibilités entre les deux monuments.
Et donc, par exemple, ici, c'est très compliqué d'ombrager, justement pour ces questions de covisibilité. Mais en fait, on voit qu'on a des cumuls d'ensoleillement hyper importants parce qu'on est sur une zone pas du tout ombragée. D'autres choses aussi, on voit en journée les migrations des habitants, en fait, hein, des touristes en fonction des ombres. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a pu confirmer par des héliodons par ailleurs. Et autre problème aussi, il y a des quartiers qui n'ont pas accès à des lieux de fraîcheur en période estivale. Ici, par exemple, c'est en fait toutes les églises et tous les musées et lieux publics climatisés accessibles qui ont été cartographiés. Avec dans un rayon de 200 mètres, on voit qu'on a des quartiers. Ici, c'est le quartier le plus favorisé d'Arles, c'est le quartier de la Roquette. On voit que ce quartier n'a pas de lieu de fraîcheur accessible à moins de 200 mètres, ce qui peut éventuellement poser problème. Tout ça a été intégré dans un diagnostic climatique qui a été rendu à la ville d'Arles pour justement montrer les problèmes et les potentiels de cette ville. Et l'idée, ça a été de proposer à la ville d'Arles, dans le cadre de cette étude, une stratégie de rafraîchissement qui soit adaptée aux contraintes patrimoniales de cette ville. Et pour essayer de faire ça, en fait, une des idées qu'on a eues, c'était de se dire, allons regarder comment la ville était protégée par le passé. Allons voir, en fait, comment cette ville d'Arles était rafraîchie par des dispositifs assez simples avant l'invention de la climatisation. On a des peintures qui montrent en fait comment pouvaient être certaines villes provençales au au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc par exemple ici c'est une peinture qui montre Avignon au XVIIIe siècle. On voit ces toiles tendues dans les rues, donc qui permettaient d'ombrager comme ça et de permettre aux habitants de circuler, d'avoir des circulations ombragées. Ça c'est une gravure qui montre Nîmes au XIXe siècle. On voit du coup, ces toiles tendues sur une place du marché. Si on avance encore dans le temps, vous avez ici une peinture d'Avignon, fin 19e, début 20e, qui montre une rue où on voit justement ces draps, ces toiles tendues. Et ça, on a pu l'observer à Arles, notamment en regardant d'anciennes cartes postales. Donc ici, on est début 20e siècle. Et vous voyez là justement une ancienne poissonnerie qui a en fait qui a pas mal de dispositifs assez intéressants dessus. On peut voir notamment que on a en façade des toiles tendues comme ça qui permettaient d'ombrager la façade, de limiter les apports solaires. On a aussi des ouvertures qui étaient ici, qui permettaient de ventiler toute la sous-face de la toiture. Et ce qui est très intéressant, c'est que les ouvertures, elles sont ouvertes sur le côté façade ombragée et fermées sur le côté façade ensoleillée. Donc, il y a manifestement une logique d'ouverture des ouvrants qu'on peut retrouver dans cette image. En plus, on est dans le cas d'une poissonnerie, donc il y a des contraintes aussi en termes de température et d'ambiance intérieure qui sont importantes. Et sur d'autres cartes postales, on voit encore d'autres choses. On voit notamment les marquises qui pouvaient exister dans certaines rues qui permettaient d'ombrager les magasins. Donc avant la climatisation, les magasins étaient abondamment ombragés, plus qu'aujourd'hui. Et sur ces marquises, il pouvait y avoir justement des draperies qui étaient suspendues pour augmenter encore l'ombrage des magasins. Autre chose aussi, on parle beaucoup des plantations en ville. Historiquement, il faut savoir que les villes sont plutôt débarrassées des arbres. Donc ici, par exemple, c'est un aliment de platane qui a disparu au cours du XXe siècle. Et j'avais pas de statistiques pour Arles, mais j'ai des statistiques issues de Marseille, sur le centre historique de Marseille, qui a été étudié il y a quelques années, dans le cadre d'une grosse étude. À Marseille, en 75 ans, 50% des arbres plantés dans l'espace public ont été abattus. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, dans le périmètre qui avait été identifié, il y avait 50 000 arbres il y a 75 ans, il n'y en a plus que 25 000 aujourd'hui. Essentiellement pour créer des places de parking, il y a eu des arbres qui ont pu disparaître au cours du XXe siècle. Et on a donc proposé à la ville d'Arles d'intervenir sur ces différents points qui nous paraissaient importants, des points clés. Et on a essayé de proposer comme ça différentes stratégies de rafraîchissement qui réactivent en fait ce patrimoine qu'on avait pu observer justement dans ces peintures et ces cartes postales. Le vrai problème d'Arles, on peut avoir aussi dans beaucoup de villes, on va peut-être en parler, c'est le fait qu'on pouvait dire, tiens, finalement, essayons de planter le plus possible, sauf que à Arles, le sous-sol est particulièrement encombré. Il est encombré par trois choses. Il est encombré déjà par des réseaux, ça c'est un peu courant dans beaucoup de villes, mais il est aussi encombré par des vestiges archéologiques qui posent problème si on veut aller planter des arbres, parce que les racines vont aller explorer ces vestiges éventuellement. Et on a aussi des caves qui sont en débord, qui ont été creusées illégalement en débord sous la chaussée au XVIIIe et XIXe siècle. Et en fait, le problème, c'est si on veut désimperméabiliser par exemple un pied de façade, on se retrouve à inonder ces caves. Ça pose des soucis en termes de, voilà, de, de- oui, d'infiltration notamment. Des choses qui ont été identifiées dans le cadre du diagnostic que j'évoquais juste avant, c'est le fait qu'on ait certaines rues qui étaient relativement bien ventilées. On a pu faire des mesures anémométriques l'étude. Et on avait aussi la rose des vents pour les mois de juin, juillet. Donc ça, c'est celle de mois de juillet, qui montre en fait la présence d'un vent du sud qui est assez marquante. On a aussi ce vent du nord qui est le Mistral, qui est bien connu dans le sud de la France.
Et il y avait aussi des rues qui étaient nommées d'après le vent du sud. Donc ici, on a la rue de la Porte de l'Or. Et en fait, l'or dans le folklore provençal, c'est justement ce vent du sud. Il y avait un autre potentiel qui était intéressant à développer, c'est le fait qu'on avait un canal qui était enterré ici, au niveau de cette zone-là, pour le coup, sur une place qui est pas très qualifiée, enfin, qui pourrait être justement transformée. Et donc, un des axes qu'on a proposé à la ville, parmi un ensemble de choses, c'est de dire, bah, finalement, on pourrait mettre à jour le canal au niveau de ce tronçon ici et essayer de profiter de la fraîcheur créée au niveau du canal pour en fait acheminer cette fraîcheur, soit sous l'action de ce vent du sud qu'on a évoqué juste avant, soit sous l'action tout simplement des brises, en fait, des brises créées par la différence de température entre deux points de la ville. Ça, c'est vraiment hypothétique parce que travailler sur les brises, c'est extrêmement complexe, c'est très difficile à modéliser, c'est difficile à identifier, donc ça reste très hypothétique. Mais en gros, le principe serait de dire, bah, finalement, on aurait de la fraîcheur qui serait créée plus au sud ici des zones de la ville, et on essaierait de la faire remonter jusque dans les places les plus patrimoniales, les plus protégées, notamment la place de la République, qui est, elle, complètement protégée parce que c'est une place à l'italienne, etc. Donc, elle est vraiment extrêmement verrouillée en termes d'aménagement. Donc ici, vous avez la coupe de principe avec le canal de Craponne, donc le canal que j'évoquais avant, qui serait mis à jour, et cette remontée d'air frais jusque sur la place la plus minérale et la plus surchauffée. Autre chose qui ont été mis en évidence, c'est les morphologies urbaines un peu intéressantes. Vous avez ici la cour, une petite cour qu'on a observée à Arles, qui est très intéressante parce qu'elle est protégée par deux mûriers à feuilles de platane qui l'ombragent complètement. On a aussi tout un revêtement relativement poreux, c'est des dalles de pierre en opus incertum, et on a des remontées capillaires qui font qu'il y a de l'évaporation potentiellement ici au niveau de cette dalle, qui permettent justement de maintenir en fait une dalle relativement froide. Et en fait, la morphologie de cette cour très étroite permet justement à l'air de stagner, l'air froid, de stagner en fond de cette cour. Et elle fonctionne un petit peu, si vous voulez, comme un puits de fraîcheur. Il y a toute une logique aussi en termes d'orientation des versants de toiture. Et ça, en fait, on peut l'opposer à d'autres formes urbaines qu'on peut observer à Arles, notamment des plus grandes places qui ont été conçues plus tardivement, notamment l'espace Van Gogh. Et en fait, l'espace Van Gogh, c'est une morphologie complètement différente. Vous avez un espace qui est beaucoup plus large, avec en plus une petite fontaine, mais le fait qu'on ait cette grande ouverture, ben, il y a un mélange continu des masses d'air qui fait qu'en fait, il n'y a pas de rafraîchissement, il n'y a pas comment dire, de bulle de fraîcheur qui peut être créée au niveau de cette place. Et donc, en termes de forme urbaine, il y a du coup un arbitrage à avoir. Il faut peut-être arriver dans le PSMV à valoriser plus les formes urbaines, les petites cours comme celle-ci qui permettent de contenir en fait cette masse d'air froid, plutôt que les formes urbaines plus ouvertes comme ici. Autre chose, j'ai évoqué le cas de ces caves enterrées qui sont des bords sous la chaussée. L'intérêt, c'est qu'elles donnent sur les rues par l'intermédiaire de soupiraux assez larges, comme on va voir un exemple ici. Alors, l'air frais ne crache pas comme ça, hein, j'ai abusé sur la coupe. Par contre, on a un sentiment, enfin, une sensation, pardon, de paroi froide quand on est à proximité de ces soupiraux. En fait, c'est paroi froide qui est dû au fait qu'il y a en fait une température qui reste relativement régulière dans ces caves quand elles n'ont pas été trop aménagées. Et on a proposé justement à la ville de dire, bah, tiens, on pourrait signaler ces points de fraîcheur simplement par du mobilier qui pourrait être temporaire, pour dire au tourisme, bah, voilà, vous pouvez vous poser à ce niveau-là, en fait, et vous aurez d'une certaine manière le dos qui restera au frais, parce que voilà, c'est sur un point un point qui est intéressant. Donc, simplement par du mobilier, comme ça, souligner des points intéressants. Autre chose qu'on a évoqué, euh, c'est le fait par exemple, il y a dans certaines peintures, comme ici, voilà, des crochets qu'on a pu apercevoir. Et ces crochets, en fait, ils permettaient, on s'est renseigné, de suspendre ce qu'on appelait des toiles en sparte. Vous avez ici un exemple. Et en fait, ces toiles en sparte, elles permettaient d'ombrager certaines ouvertures, certaines façades. Elles avaient justement cet intérêt-là. Et voilà, on a proposé justement à la ville de dire, bah tiens, ces protections solaires qui ont complètement disparu du paysage, ça serait intéressant justement de les réactiver. Et vous avez ici, enfin, voilà, une illustration de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et l'intérêt de ces stores en Sparte, c'est qu'ils sont fabriqués avec des roseaux, qui sont une ressource, une bioressource en fait qu'on retrouve abondamment en Camargue, donc à proximité d'Arles. Et donc, le message un peu global de cette étude, c'était de dire finalement, on avait un patrimoine de protection, de protection contre la chaleur, un patrimoine d'amélioration du confort thermique qui a disparu au cours du XXe siècle, notamment sous l'effet de la climatisation et du manque d'entretien qu'ont pu connaître ces techniques. Et donc, si on veut rester dans une logique patrimoniale, qui est la logique qui est mise en œuvre par les PSMB, ben, d'une certaine manière, il existait un patrimoine de protection contre la chaleur qui devrait être restitué. Et c'était un peu ça le message de l'étude qu'on a fait passer à la mairie d'Arles et à la DRAC, c'est de dire, bah, finalement, bah, on avait un patrimoine de protection contre la chaleur, et d'une certaine manière, on a essayé, nous, de faire jouer le patrimoine contre le patrimoine en essayant de montrer bah, qu'il y a tout ce patrimoine immatériel de protection contre la chaleur qui devrait être
réactualisé, parce qu'il est justement low-tech par rapport aux choses que j'évoquais juste avant, et parce qu'en plus, il est adapté aux ressources de cette ville, et il permet justement d'améliorer le cadre de vie de cette ville d'Arles. Voilà, ça c'est des illustrations justement, et en fait toutes ces protections solaires traditionnelles qu'on peut trouver, ben, elles s'intègrent à l'ensemble des techniques de contrôle solaire qu'on utilise en architecture, donc le brise-soleil qui est le plus connu. Voilà, c'est essayer d'arriver à montrer la légitimité, on a essayé de faire ça, à montrer la légitimité de ces techniques de protection traditionnelle contre la chaleur. Et je voulais terminer par deux phrases qui me paraissent importantes, qui bouclent avec cette histoire de low-tech que j'évoquais juste avant. C'est une phrase d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui dit ceci, les techniques ne sont jamais complètement et pour toujours au passé. Et il complète en disant cela, il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. Et pour moi, je trouve que c'est une phrase géniale parce qu'elle résume tout à fait l'esprit des low-tech et une partie des choses que j'essaie de faire dans mes études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément, pour toute cette richesse. Alors, je vais commencer avec quelques questions. Alors, moi, j'en ai plein de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a deux questions dans le chat qui font référence au cas d'étude d'Arles. Le premier, c'est est-ce que ce diagnostic a fait appel à des entretiens d'usagers, que je compléterai d'ailleurs par le fait que s'il y a eu des entretiens d'usagers, est-ce qu'il y a eu des entretiens d'usagers qui ont connu, on va dire, certaines formes de rafraîchissement, même si, bon, vous mentionnez que c'était il y a une autre époque, on va dire, mais est-ce que peut-être il y a eu des témoins, il existe encore des témoignages de techniques de rafraîchissement d'époque, je dirais. La deuxième question, c'est est-ce que les solutions proposées, donc plutôt à base de low-tech, seraient-elles adaptées ou en tout cas suffisantes dans le cadre d'un France plus 4 degrés, par exemple? Bah, c'est deux grosses questions. Sur des entretiens avec les usagers, on en a fait. On en a fait pas mal parce que ça faisait partie du travail de ce qui était demandé. Et en fait, on a eu des témoignages, pour le coup, par exemple, pour les stores en Spark, on a eu des témoignages de gens qui avaient connu eux-mêmes des témoignages de ces stores en Spark. Donc en fait, presque, c'était déjà trop longtemps que ça avait disparu pour qu'on ait des retours d'expérience directs de l'efficacité de ces solutions. Mais en fait, ce qui a surtout été mis en évidence par les témoignages, et nous, c'est sur lequel enfin, j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des témoignages, c'est le fait que parmi les personnes qui sont, comment dire, qui sont motivées par ces questions de prise en compte du changement climatique, etc., il y a l'idée qu'en fait, vivre dans un climat chaud, réchauffé, c'est une culture, c'est une certaine forme de culture climatique, si vous voulez. Et en fait, il y a derrière ces solutions que j'évoque ici, il y a toute la question de la culture climatique, voilà, des modes de vie que ça questionne. Tout à l'heure, il y avait cette carte qui montrait que Montpellier aurait le climat, ou Marseille aurait le climat de Séville. Bah, vous avez à Séville un mode de vie adapté à la chaleur, vous avez notamment un décalage des activités vers la soirée, etc. Donc en fait, ces questions de mode de vie, elles sont pas mal ressorties des entretiens, et c'était relativement important, mais voilà, après, nous, la difficulté, et c'est une difficulté générale aujourd'hui du point de vue des concepteurs ou des bureaux d'études, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on arrive à infléchir, à jouer sur ces modes de vie, comment on arrive à les transformer pour faire d'une certaine manière en sorte que ben, ces manières de vivre adaptées au changement climatique, adaptées à la chaleur, puisse être, comment dire, puisse être valorisée, quoi. Parce que, en fait, la climatisation, en fait, en quelques années, elle fait disparaître des bonnes habitudes du type fermer ses volets, etc. Et nous, on a évoqué à Arles, évidemment, on s'est amusé à faire ça. Arles étant une ville classée à l'UNESCO, on a dit, bah, finalement, est-ce que Arles ne pourrait pas inscrire la sieste au patrimoine immatériel de l'UNESCO? C'était un peu une blague, mais en fait, on le prenait très sérieusement dans le sens où la sieste, le fait de dormir, en fait, au moment où la journée est la plus chaude, c'est une stratégie de rafraîchissement, enfin, pas de rafraîchissement, mais de parade contre les effets de la chaleur qui est tout à fait pertinente. Donc voilà, ces entretiens ont fait ressortir ces questions d'habitude et de mode de vie qui sont pour nous fondamentaux, mais c'est extrêmement compliqué de les piloter. En fait, finalement, là, on pose plus des questions de comment on peut les faire accepter, etc. C'est d'autres problèmes. Donc ça, c'était plutôt pour la partie entretien. Et la question partie plus 4 degrés, honnêtement, ces questions de plus 4 degrés, certaines manières, moi, j'aborde le problème de manière graduelle. C'est en fait, effectivement, il faudrait faire des simulations, des STD, des choses comme ça pour savoir si ces solutions sont valables dans un monde à plus 4 degrés. Mais honnêtement, euh, euh, c'est extrêmement compliqué de vous dire aujourd'hui ces choses-là seraient valides et fonctionneraient de tout le temps parce que honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Et il faut plutôt essayer de considérer le problème de manière graduelle, c'est-à-dire en fait, là, j'évoquais plutôt les questions de protection solaire. Plutôt la chose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des bâtiments le mieux protégés possible. On essaye de maximiser l'utilisation de parades les plus low-tech et, en dernier recours, les systèmes mécanisés de rafraîchissement, la climatisation,
viendront faire effet backup sur certains moments, parce qu'il ne faut pas se le cacher non plus, la climatisation, il y a des bâtiments qui ont tellement été mal conçus qu'ils ne peuvent être que climatisés, parce qu'il y a des grosses erreurs de conception qui ont été faites dans les années 70-80. Donc, sur le plus 4 degrés, honnêtement, je ne sais pas qui peut répondre aujourd'hui avec certitude sur l'adaptation de ces techniques. L'idée, c'est plutôt d'avoir une approche graduelle, comme je vous disais. Voilà. Et d'autant plus je me permets de compléter par rapport justement, faire le lien avec ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire qu'un comportement, par exemple, instaurer un temps de repos, on va dire dans la journée, hein, on peut l'appeler sieste ou n'importe quoi, mais c'est un temps de repos, ça peut se faire de manière graduelle. On ne peut pas se projeter en 2100 en disant, ben voilà, comment vont vivre les gens à ce moment-là, d'un coup, effectivement. Alors moi, j'avais quelques questions sur le fait, par exemple, sur le fait que la logique patrimoniale locale a un peu disparu. Est-ce que justement cette logique patrimoniale n'a pas disparu également du fait de l'uniformité des cadres normatifs, puisque finalement, que ce soit à Lille, à Arles, à Brest ou à Strasbourg, les cadres normatifs sont quand même à peu près les mêmes, je dirais, y compris, je rajoute aussi une autre question, y compris ce que vous disiez tout à l'heure, la notion de confort et dans lequel la climatisation a mis tout le monde d'accord, entre guillemets. Donc, est-ce que justement, bah, cette uniformité n'a pas précipité, je dirais, une logique patrimoniale ou accéléré, je dirais, et jusqu'à quel point on voit qu'elle peut être en réémergence? C'est une grosse question, cette uniformisation. L'uniformisation réglementaire, notamment la réglementation thermique, elle est critiquée dans le sud de la France depuis au moins 40 ans. J'ai regardé des bouquins qui en parlent de ces sujets-là. Dès les réglementations qui sortent, la première 74, on évoque déjà les problèmes de surchauffe et de confort d'été qui peuvent être posés par une réglementation thermique essentiellement concentrée sur la question du chauffage. Alors, la RE 2020 aujourd'hui est en train d'évoluer sur ces sujets, enfin, elle fait évoluer sur ces sujets-là. C'est une bonne chose. Mais ce cadre réglementaire, effectivement, il a pu être contraignant. Mais là, on est vraiment dans un cas plutôt, c'est les questions patrimoniales qui posent problème. C'est plutôt on va dire le verrouillage, mais qui est intéressant, hein, c'est le verrouillage patrimonial des documents, en fait, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué d'une certaine manière, si vous voulez, un document patrimonial, il va dire on veut restituer un bâtiment dans un état passé, fixé à telle ou telle époque. Et aujourd'hui, on est vous l'avez montré tout à l'heure avec les cartes, on est dans des climats inconnus. En fait, on va connaître des climats inconnus. Et la question, c'est justement comment est-ce qu'on fait évoluer des villes. C'est en fait, on sort un petit peu de cette logique on s'attache à une certaine esthétique d'un patrimoine passé et on essaye de faire évoluer les villes. Et là, ce qui est intéressant avec les villes du Sud, en tout cas, c'est que c'est des villes qui connaissaient des vagues de chaleur, pas d'une ampleur aussi euh, forte comme celle qu'on peut connaître aujourd'hui, mais qui avaient déjà des protections contre la chaleur qui ont pu disparaître. Donc déjà, c'est de dire, bah, finalement, essayons déjà de réactiver ce qui pouvait exister ce patrimoine immatériel, et ensuite on verra comment on peut les faire évoluer. Mais d'une certaine manière, ouais, c'est essayer de promouvoir aussi. Ben, beaucoup, ça pose aussi une question. C'est là ce que j'évoquais, c'est des choses qui sont assez typiques, on va dire, de certaines architectures vernaculaires qu'on trouve dans le sud de la France. Mais effectivement, est-ce que c'est des solutions qui sont ensuite généralisables à d'autres villes? Il faut les regarder un peu au cas par cas. Mais ça, c'est un peu comment dire, le propre de conception bioclimatique, c'est qu'en fait, on regarde toujours au cas par cas. Et le climat arlésien, par exemple, est très différent du climat qu'on peut trouver à Marseille ou à Nîmes, qui sont pourtant pas très loin, hein. Mais on est dans une zone qui est pas tout à fait pareille. On a des types de sols aux alentours d'Arles qui sont très différents. Enfin, voilà, on a des afflux d'air marin qui peuvent être aussi différents de ce qu'on peut trouver à Nîmes, par exemple. Donc, oui, après, il faut toujours un peu regarder au cas par cas. Et c'est vrai que ça, pour les réglementations nationales, pour ça, sont pas tout à fait adaptées, ouais, effectivement. Alors, j'en ai une encore, pareil, elles sont un peu, je suis désolé, c'est des questions voilà, qui vous poussent un peu. Est-ce qu'on pourrait envisager un patrimoine bioclimatique local, par exemple, c'est-à-dire l'association, que le patrimoine bâti fasse plus référence aux conditions bioclimatiques passées, qui seraient le plus optimales pour ce qui est à venir, par exemple, plutôt que justement des conditions d'esthétique? Bah, je sais pas si c'est seulement le bioclimatisme qu'il faut favoriser, c'est plutôt la question de finalement quelle est la qualité de vie ou quel est le confort. Si on peut prendre ce terme de confort, mais la question de la qualité de vie ou voilà, oui, on peut prendre celui de confort si on veut, mais de confort plutôt global. Et c'est plutôt ces sujets-là qu'il faut arriver à porter finalement. C'est comment est-ce qu'on regarde le bâtiment de manière un peu différente et en fait, comment est-ce qu'on sort un petit peu d'une logique.
simplement, on va dire, esthétique du bâtiment. Et il faut voir qu'on a fait énormément de conneries. Par exemple, moi, je suis basé à Montpellier. Le quartier de Ricardo Bofill, donc qui est conçu par l'architecte Ricardo Bofill, le quartier Antigone, en 1980, il est construit. Ricardo Bofill avait, enfin dans les années 80, pardon, parce qu'il a pris quelques années. Ricardo Bofill avait interdit d'installer des volets parce qu'il voulait que ça voulait conserver l'esthétique de ses façades, c'est des façades néoclassiques, etc. Donc il avait interdit d'installer des volets. Et c'est typiquement ce type de raisonnement-là contre lequel il faut lutter parce que justement, cette idée qu'on va s'attacher à une esthétique d'un certain bâtiment et qu'on va négliger des paramètres de contrôle climatique élémentaires, justement pour des questions esthétiques, ben, c'est un vrai blocage. Et aujourd'hui, en fait, il faut arriver à dépasser ce truc-là. Je rajouterais aussi autre chose, ces questions d'adaptation au changement climatique, on peut aussi raisonner à plusieurs échelles. Je parlais des lieux collectifs de rafraîchissement. Bah, ça, c'est quelque chose à questionner à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une métropole. Quels sont les lieux collectifs de rafraîchissement accessibles? Ça, c'est un sujet, ne serait-ce qu'un lac à proximité ou la mer quand on est à proximité, etc. Donc, ça résonne. Enfin, bon, il faut aussi interroger la dimension collective des lieux de rafraîchissement en période estivale. Ok, allez, j'en ai une petite dernière, c'est au niveau des low-tech. Est-ce que les low-tech ont la cote auprès du milieu, aussi bien des aménagistes, des institutions, mais aussi dans les écoles d'architecture, d'aménagistes, etc. Est-ce que c'est enseigné aussi? Elles ont la cote dans les écoles d'ingénieurs, donc un cursus sur le sujet. Auprès des étudiants architectes, elles ont aussi la cote. Après, auprès des commandes publiques, j'ai jamais vu passer un appel d'offres qui évoquait ces questions de low-tech, donc je pense pas que ce soit vraiment le cœur de leur préoccupation. Mais en fait, l'idée de low-tech, c'est plutôt une idée vraiment si on veut le prendre de manière très simple, c'est vraiment l'idée d'approcher graduellement le problème. C'est finalement, je vais faire en sorte que tous les backups mécaniques que je vais utiliser, baptisation de ça, ne seront que des backups de dernier recours, en fait. Et en gros, c'est faire en sorte de se dire, prenons les systèmes les plus passifs en premier, essayons de voir comment on peut les implémenter, et en dernier recours, on verra comment on utilise éventuellement des auxiliaires mécaniques. Ça fait un peu référence à une phrase de Louis Kahn, qui est un architecte génial. Louis Kahn disait, l'éclairage artificiel ne remplace pas le soleil, il lutte contre le soleil. Et ça, c'est très vrai, en fait. C'est quand vous avez un auxiliaire mécanique de confort comme la climatisation à compression, et ben, en fait, ce truc-là va pas remplacer les autres solutions, il va carrément lutter contre, et donc, d'une certaine manière, on va plus faire tous les gestes élémentaires de contrôle solaire qu'on peut trouver traditionnellement. Donc, voilà, c'est plutôt, le tech s'est approché graduellement le problème, en fait. Et de se dire, les solutions les plus passives doivent être privilégiées en premier lieu, quoi. Merci beaucoup Clément Gaillard pour tout ça. Vous pouvez continuer à répondre à quelques questions qui sont dans le chat si vous en avez le temps et l'intérêt, bien sûr. Et donc, ça va nous permettre de passer à la parole à notre deuxième intervenante, qui est Céline Bigy. Bonjour Céline. Alors, Bonjour. je vais vous présenter pendant que vous faites la petite manipulation technique de présentation de votre écran. Alors, Céline, vous êtes en poste au CEREMA sur des missions d'expertise territoriale intégrée et d'accompagnement des projets de ville et territoires intelligents. Vous mettez votre connaissance des logiques de résilience et des dispositifs d'intelligence collective au service des collectivités qui souhaitent s'impliquer en profondeur pour concevoir et mettre en œuvre un projet, une démarche, une stratégie qui soit vecteur de transition écologique, ce qui me donne maintenant l'occasion de vous offrir la parole pour nous présenter notamment un cas d'étude. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour faire la transition avec ce que disait Clément Gaillard. Donc, ça concerne les acteurs qui sont en région PACA, mais je vais quand même en parler. La DRAC, donc, qui est à l'origine de la commande sur l'étude là sur Arles, en fait, est engagée vraiment dans une dynamique de comment prendre en compte ces questions de surchauffe urbaine dans un contexte patrimonial. Donc, c'est vraiment dans la continuité de ces sujets et c'est très intéressant de voir que du coup, la DRAC s'est associée à l'ADREAL, au CEREMA et à l'ADEME pour lancer cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, pour prendre en compte la surchauffe urbaine, donc on n'est pas sur des problématiques de bâtiments à proprement parler, c'est pour des espaces publics. Voilà, avec un retour d'ici le 15 juillet. Mais ce que je vous propose, c'est que je vous donnerai le document pour que vous puissiez le transmettre aux gens qui se sont inscrits. Voilà. Et donc, voilà, c'est le bon truc. Euh, donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une étude que le CEREMA a conduite avec la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée sur une année, d'avril 23 à mars 24 à peu près.
La commande de la métropole, c'était que le CEREMA puisse l'accompagner pour une meilleure prise en compte. Initialement, il parlait d'îlots de chaleur urbain, mais on parle bien en fait de surchauffe urbaine, dans des réaménagements d'espaces publics dans des périmètres de renouvellement urbain, dans les centres-villes de Toulon et de la Seine-sur-Mer. Ils avaient également l'intention de favoriser la co-construction et la concertation, et une idée aussi d'aller objectiver un diagnostic avant-après d'évolution de température dans l'espace public. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui a été fait sur la Seine-sur-Mer, principalement pour des contraintes de temps et aussi parce qu'à Toulon, on n'a pas fait d'atelier de concertation. Du coup, la Seine, c'est l'accompagnement le plus complet dont je peux témoigner aujourd'hui. On s'est attaché donc à accompagner la métropole donc, dans le déploiement de capteurs d'air ambiant. On a réalisé les premières analyses de données et on a également déployé un volet observation et concertation avec un diagnostic sensible à travers des balades urbaines qu'on a réalisées sur les 2 sites projets. Et on a fait des ateliers de concertation à la Seine pour ensuite formuler un cahier de préconisation, un rendu technique euh, du CEREMA qui a été rédigé en fait avec 8 autres collègues qui sont chacun spécialistes dans des thématiques différentes. Et ça, c'est vraiment très important. Ce sujet, il est très intégrateur en fait. Il nous invite à vraiment questionner une vision globale du fonctionnement d'un espace public. C'est en ça aussi que c'est très intéressant. Et c'est pour ça que le volet que vous voyez, qui s'appelle volet sensibilisation, formation, appropriation, en fait, il est vraiment central. Ces 3 séminaires qu'on a organisés avec les techniciens et les élus de la métropole et des villes et des maîtrises d'ouvrage déléguées, ben, en fait, ils sont vraiment majeurs. Et c'est par ces séminaires que, en fait, notre démarche, elle percole au sein des collectivités et qu'après, elle peut se retraduire dans les projets plutôt que d'avoir un rendu technique du CEREMA qui servirait à caler des armoires. Voilà. Donc, ça, c'est simplement le périmètre projet sur la Seine-sur-Mer qui est assez étendu. Vous voyez le port et en fait, notre intervention, elle concernait toutes les zones en vert clair, mais aussi en vert foncé. Le bâtiment bleu qui est juste à côté de la zone vert foncé, c'est une future médiathèque. Et je voudrais juste souligner, est-ce que vous voyez ma souris, Guillaume? Ouais. Oui. Cette zone-là, en fait, aujourd'hui, c'est une impasse. Ça, là, c'est un passage qui n'existe pas encore. La ville de La Seine a fait l'acquisition foncière de ces parcelles dans le but d'ouvrir, en fait, cette voie. Et initialement, avant notre intervention, dans un but d'ouvrir ce qu'ils appelaient une voie de délestage par rapport à la rue d'Alsace, là, qui est une toute petite rue, mais qui a un trafic qui est proprement infernal pour les riverains. Euh, donc voilà, ça c'est un des aspects, on va dire des effets collatéraux de notre intervention, puisqu'on a appris à la fin que bah, du coup ils avaient renoncé à la circulation des véhicules dans cet espace-là, qui devrait être normalement une voie mobilité mode doux. Donc sur le premier séminaire, on a fait un premier diagnostic. On les a invités à se prononcer sur, selon eux, au regard de la surchauffe urbaine, ben, quels étaient les atouts, les faiblesses, menaces, opportunités de leurs espaces. Et après, on s'est lancé. Donc, attends, il y avait les analyses de température de l'été 2023 et les balades sensibles qui ont été restituées dans un deuxième séminaire qui a eu lieu au mois de septembre. Donc, pour vous montrer assez rapidement sur les mesures de température à la Seine, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que on les avait invités à positionner un capteur de référence sur une zone non urbanisée, qui est un parc qui est hors zone projet par rapport à la carto que je montrais tout à l'heure, et qui est situé plus à l'est, mais qui est vraiment un parc, il y a pas de bitume, c'est vert. Voilà. Et pour autant, ce parc, ben, en fait, c'est la ligne bleue claire là. Donc, ça n'est pas la ligne la plus fraîche en fait la nuit.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé avec des mesures de température à La Ciotat, à savoir, enfin, on imagine que c'est ça, en fait, la mer a un effet modérateur, y compris la nuit. Donc, les zones qui se trouvent vraiment en première bordure littorale, ben, elles rafraîchissent moins la nuit que les zones non urbanisées qui sont plus en arrière. Et en fait, les zones les plus fraîches, donc on va le voir là, ben, c'est cette fameuse, c'est ce secteur qui est le poumon vert en fait, hein, du centre-ville de la Seine-sur-Mer, et qui est le secteur qui à l'origine devait être de faire l'objet d'une voie de circulation automobile supplémentaire. Euh, pour ce qui est des zones les plus chaudes, donc on voit que ce sont sans surprise, hein, les rues les plus denses, mais on constate là aussi que les rues qui sont axées nord-sud, elles rafraîchissent moins vite que les rues est-ouest qui, elles, bénéficient d'une brise en fait marine qui arrive du port. Donc là aussi, ça aboutit à des préconisations de traitement qui sont un peu différentes en termes d'ombrage après derrière. Euh, non seulement à cause de cet effet de brise, mais aussi parce que les rues nord-sud, en fait, elles prennent un soleil direct aux heures les plus chaudes de la journée. Elles sont moins protégées par les bâtiments que les rues qui sont est-ouest. Et donc, ben, au global, le constat, c'est que ben, il y a quand même une moitié de nuit tropicale de base sur un été qui n'est pas spécialement caniculaire, l'été 2023. Donc, en fait, il fait très chaud, hein. On passe à 75, voire 90% de nuit tropicale quand on est dans l'hypercentre ville. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 30 à 40% de nuits tropicales qui sont induites par le contexte urbain, donc typiquement par ce phénomène de surchauffe urbaine. Donc, c'est la morphologie de la ville, l'imperméabilisation des sols qui fait que la nuit, l'espace restitue la chaleur au lieu de se refroidir. Sur les balades sensibles, donc là, l'intérêt, c'était d'aller constater avec des balades urbaines un peu de pouvoir qualifier le ressenti, le confort thermique des gens. Donc, on a eu une moitié d'habitants et une moitié de techniciens et d'élus. Et je tiens à souligner vraiment à la Seine-sur-Mer, il y a eu 2 élus qui ont participé à 100% des travaux et ça a énormément contribué à la suite qui peut être donnée en fait à l'étude. Donc, je passe rapidement parce que je vois que l'heure tourne. On a eu la chance aussi de pouvoir bénéficier de la participation d'un journaliste de la presse locale qui a fait des articles de qualité sur la démarche, qui s'est vraiment intéressé à comprendre de quoi on parlait. Ça aide aussi, en fait, à ancrer les choses sur le territoire. Donc voilà, on définit un parcours concrètement et puis on le réalise en faisant des stations avec un petit livret où on demande aux participants d'aller qualifier leur ressenti par rapport à 4 des 5 sens. Et puis après, un sentiment général de bien-être et un sentiment, la facilité du déplacement piéton et un sentiment de sécurité. Et donc, ça donne on peut arriver à qualifier les différentes stations sur un radar. Et donc là, on voit très clairement qu'il y a une zone qui se détache et qui est très problématique. C'est cette fameuse rue d'Alsace qui est très, très, très circulante, dont je vous parlais au début. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que en bleu foncé, là, c'est la place Martel-Esprit. C'est un grand espace euh, qui a un super potentiel. Et on voit que ça pourrait être assez bien ressenti, mais que la note générale est tirée vers le bas par un inconfort thermique terrible, quoi. Il n'y a pas d'ombre sur la place. Et on avait des petits thermomètres d'air ambiant nous ont permis de confirmer qu'il y avait quand même 1,5 degré, voire 2 de différence avec les 50 mètres plus loin où on était, qui était plus ombragé, plus aéré. Voilà. Donc, on a partagé tous ces résultats dans un deuxième séminaire et on a invité les participants à définir un mandat de concertation. Donc là aussi, très très important quand on va demander l'avis des habitants, de bien définir avec le commanditaire jusqu'où on peut aller, quelles sont les choses qui sont des points d'entrée du projet, des contraintes qui ne peuvent pas bouger, et de quelle manière on associe les habitants véritablement, histoire de bien communiquer et d'être transparent et assez juste vis-à-vis des gens qui s'impliquent, qui vont donner de leur temps pour tout ça.
Et donc, après, on a réalisé les ateliers. Un des points très, très chouettes, c'est que la métropole a été d'accord pour compléter l'intervention du CEREMA avec un appui de paysagiste concepteur pour les ateliers de concertation. Donc, c'est le dessin que vous voyez là. Et le fait, la mise en dessin de l'espace, c'est tellement plus riche qu'un fond de carte d'une image satellite. Parce qu'en fait, ça amène la projection. Et c'était tout le sens de ces ateliers qu'on a voulu vraiment projectif au sens on convoque l'imagination des gens. C'est-à-dire on s'est servi de cartes persona, c'est-à-dire d'archétypes de personnages. On leur a demandé de réfléchir à comment ces personas pouvaient pratiquer le centre-ville aujourd'hui. Et puis quels pouvaient être en 2030, ben voilà, les aménagements, vraiment le centre-ville idéal pour ces personas de la Seine-sur-Mer. Et ensuite, on les a mis en synthèse avec l'aide du paysagiste, thème paysage. Donc ça, c'est pour qualifier certaines ambiances dans les principales places, on va dire, du centre-ville, de notre zone d'étude. Et puis là, c'est des cartes qui s'appuient plutôt, enfin, qui s'attachent plutôt à réfléchir sur les circulations, les trames de cheminement. Donc, on a fait un scénario intermédiaire où on pousse la végétalisation et un petit peu la piétonisation par rapport à ce qui est aujourd'hui. Et un scénario qu'on a appelé plus ambitieux parce qu'on a quand même eu 4 tables sur 9 qui préconisaient une piétonisation totale du centre-ville. Et donc ça aussi, c'était intéressant pour les techniciens, les élus qui ont reçu après les résultats enfin, de tout ce travail, de constater que cette piétonisation, qui est un peu un sujet difficile pour les élus locaux, parce que les commerçants sont euh, parfois pénalisés et pas contents dans les premiers temps d'une piétonisation. Bon, là aussi, ça montre que euh, dans une vision vraiment idéale du centre-ville, ce sujet de la voiture, en fait, peut être poussé. Il demande à être accompagné, mais voilà. Et donc, on a partagé les résultats de cette concertation avec eux. Donc, je passe rapidement sur notre cahier de préco. En gros, ce qu'on leur a dit, c'est bon, il y a un sujet surchauffe. Donc, étant donné que même dans une zone non urbanisée, il y a une moitié de nuit tropicale dans un été qui est a priori non problématique. En fait, avant de vous demander quelles sont les zones prioritaires, dites-vous qu'à chaque fois que vous allez intervenir dans l'espace public, il serait bien de vous poser les questions de comment vous pouvez faire pour améliorer les choses. Partout, en fait, partout où c'est possible. Et donc, on a fait quelques préconisations sur des revêtements et puis sur le fonctionnement des bâtiments. Mais comme ce n'était pas le centre de notre intervention, on s'est vraiment axé sur donc, ben, le comment faire déjà. Comment faire en fait pour poursuivre cette dynamique engagée. Ensuite, sur le fond, ben, la première des préconisations, c'est faire de la place à la nature partout où c'est possible. Et ensuite, un gros volet, très important pour nous, l'usage et les circulations de l'espace public. Comment faire en sorte que ben, pour les riverains et ceux qui traversent le centre-ville de la Seine, les espaces publics puissent être praticables, voire des zones refuge quand il fait trop chaud chez eux. Donc sur le comment faire, on a formulé des précaux pour les aider à continuer d'avoir cette dynamique transversale au sein de leur collectivité, parce qu'en fait, le centre-ville de la Seine, dans le projet de renouvellement urbain, ben, c'est quelques rues. Mais en fait, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une dynamique d'ensemble et une cohérence dans les aménagements. Et ça, je pense, c'est un peu partout dans tous les espaces urbains. En fait, il n'y a pas un seul maître d'ouvrage. Donc, c'est important aussi d'aller travailler en transversalité pour toucher ben, le maximum de services, en fait. Sur le territoire, le périmètre renouvellement urbain, on a préconisé un lead paysagiste concepteur sur la maîtrise d'œuvre et de les rémunérer sur une base forfaitaire, parce que Clément Gaillard parlait tout à l'heure des aménagements low-tech. Ben, en fait,
comme ces solutions-là, elles sont principalement moins chères que des solutions avec un gros apport de techno, bah, en fait, les travaux, ils ont tendance à être moins chers. Donc, et par contre, ça prend tellement de temps et d'énergie et de matière grise pour aller faire reculer la place de la voiture et faire des ombrages. Enfin bon, voilà, que ça prend du temps, homme, de la matière grise. Et puis, s'appuyer sur la concertation et des aménagements transitoires pour pas attendre que les travaux soient finis pour qu'on puisse voir les premiers effets. Donc ça, c'est des conseils sur la concertation. Je ne vais pas détailler. Faire de la place à la nature partout, c'est possible. Il y a deux choses qui me semblent importantes de pointer. C'est d'abord de dire que la nature, elle est déjà présente. Et donc, le premier truc, avant de se dire où est-ce que je vais pouvoir désimperméabiliser, refaire fonctionner des sols et mettre du verre, ben, c'est déjà le verre qui existe, comment je peux faire pour lui donner encore plus de place. Et en faisant que mes eaux pluviales, elles aillent directement dans les fosses d'arbres, en leur donnant, en enlevant le bitume qui est tout autour des troncs, comme ça, comme c'est la plupart du temps. Et il y a aussi un point très important, c'est de continuer le travail en transversalité pour emporter vraiment les services qui s'occupent de l'entretien et de la gestion des espaces publics. Parce que, ça a été dit tout à l'heure, à Marseille, 50% des arbres ont été abattus en 75 ans. Et ça, c'est lié à des pratiques d'aménagement où, en fait, c'est plus simple d'avoir un truc qui est 100% minéral, avec l'eau de pluie qui va dans des gros tuyaux qui sont bien cachés sous le bitume. Mais en fait, c'est complètement inadapté à un fonctionnement euh, d'une ville dans laquelle il fait chaud. Et donc, euh, et donc, c'est important d'arriver à changer les pratiques. Donc, c'est d'entretien des espaces verts, mais c'est aussi d'entretien des voiries. Parce que si on a de l'eau pluviale qui est conçue pour pouvoir aller dans les fosses d'arbres, si on nettoie la route avec des produits toxiques, ben après, les arbres, ils vont en pâtir, quoi. Bon, voilà. Là, c'est aussi, on a bien poussé sur la gestion du pluvial. Et puis d'après, des précaux sur comment ombrager les espaces publics. Et donc ça a changé de paradigme pour rendre aux riverains les rues et les places. C'est comment on travaille aussi sur la lisibilité des cheminements et des trams. C'est-à-dire, quand on arrive quelque part, on peut faire ce petit test de se dire, ben, tiens, est-ce que je suis dans un espace qui est conçu pour la voiture ou pour le piéton? Euh, En règle générale, il n'y a pas trop de doute, c'est très clair. Bon, ben voilà, c'est d'arriver à soigner cette lisibilité pour que les voitures qui auraient encore le droit de circuler dans les espaces qui leur sont dédiés, quand elles arrivent à proximité d'une place ou d'un un endroit qui est très traversant, de pouvoir visualiser que ah ben là, c'est elles qui vont rentrer dans l'espace d'un piéton et pas l'inverse. On peut aussi utiliser le design actif pour inciter à ces cheminements. Voilà, je ne pas être trop long, il me reste 1 minute. Les centralités refuges avec des mobiliers urbains qui peuvent servir à plusieurs choses. Et sur les focus géographiques, bon, ben là, je vais pas. C'est plus place par place ce qu'on a pu amener. Là, c'est juste ça, c'est intéressant. C'est une des avenues les plus larges de notre zone d'étude. En fait, elle est déjà quasiment piétonnisée. Vous voyez qu'il y a des bornes, donc il y a effectivement certains véhicules qui peuvent y passer. Et en fait, pourtant, en faciès, elle garde l'allure d'une avenue circulante pour les voitures. Et on a retrouvé des cartes postales de Toulon en plus, donc c'est très proche. Voilà, ça, ce serait pas très compliqué en fait de lui rendre un faciès d'avenue réservé au mode actif qui serait beaucoup plus incitatif, d'autant que c'est un espace où il fait déjà moins chaud que dans certaines autres rues. Donc c'est voilà, comment on travaille aussi, on capitalise sur les atouts qu'on a déjà. Voilà. Merci beaucoup Céline pour ce projet et on sent à votre ton que ça a été un projet, ça a été un succès et presque j'ai envie de dire un grand plaisir en tout cas de faire partie de cette démarche. Je me dis si je me trompe. Alors moi j'ai quelques questions, notamment vous avez mentionné des personnes clés.
Parce que l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi effectivement cette démarche a été si teintée de succès, j'irais dans tous les sens du terme. Et alors, quelques personnes clés, comme par exemple bon, les élus qui ont participé aux travaux, hein, vous le disiez, c'était essentiel, mais peut-être des choses auxquelles on pense moins. Un journaliste de la presse locale qui a mis en visibilité finalement la démarche, et vous l'avez dit vous-même, qui aide à l'ancrage du projet. Et le paysagiste ou la paysagiste, la personne en tout cas qui a mis en dessin plutôt que la cartographie et qui me semble a peut-être favorisé l'appropriation de la démarche auprès des participants. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ces trois personnes et sur le fait que effectivement ce sont des ingrédients qui peuvent, on va dire, être à la base du succès d'une telle démarche qui paraît quand même compliquée au départ sur la mobilisation? Euh, alors, pour ce qui est des élus, il y a effectivement les deux élus qui ont participé à l'ensemble des travaux, qui, on s'en est rendu compte hein, à partir du milieu et sur la fin de l'étude, ont en fait fait le lien avec Madame la maire de la Seine-sur-Mer, ce qui a vraiment contribué déjà à des décisions, à des arbitrages qui vont dans un sens favorable, dans le sens de la préservation de leurs poumons verts là, devant la future médiathèque. Mais aussi, cette étude, à la fin, on a eu la chance de pouvoir aller la présenter à Madame le maire directement, qui s'est montrée très impliquée et intéressée. Et ce portage politique a fait que, ben, pour l'instant, on en est là, mais notre rapport, il a été joint au dossier de consultation des entreprises pour le- la sélection de la maîtrise d'œuvre et qui devra être guidé, le groupement va être guidé par un paysagiste conseil. Donc, ils ont suivi certaines de nos précaux déjà, puis bah, du coup, on est curieux de voir comment ça va avancer. Sur le journaliste, ben, c'est simple, on se dit que ça contribue à créer une dynamique qui va de toute façon être poursuivie dans les phases conception plus précises, puis après dans les phases travaux, puisque dans un projet renouvellement urbain, euh, il y a de l'association des habitants. Donc, ça aide. Et puis, à la fin, au troisième séminaire, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils retenaient de la démarche. Et il y a plusieurs personnes qui ont mentionné le fait qu'on ait eu une approche sensible avec les balades et effectivement, les dessins du paysagiste, que ça avait vraiment euh, suscité beaucoup d'intérêt et d'implication de leur part. Voilà. Ok, La mise en dessin, moi, j'y crois, ouais. c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Mm. Et plus exactement puissant par rapport aux participants, c'est-à-dire ça les stimule encore plus ou également comme un vecteur de présentation du projet, c'est-à-dire de mise en visibilité finale. Là, c'est les deux. C'est-à-dire, on est sur quand même des problématiques enfin, qui sont compliquées dans le sens où elles peuvent susciter la peur, le déni. Enfin, je veux dire, cette histoire de plus 4, c'est très... On peut se dire, mais en fait, plus 4, ça va pas du tout. Ben oui, non, mais effectivement, on ne sait pas comment ça va se passer. Et le fait de créer, en fait, le dessin, ça aide à créer une vision désirable, en fait, pour un futur urbain, un futur centre urbain. Et ça, on en a énormément besoin. C'est-à-dire, le changement climatique, qui plombe nos imaginaires. Et c'est normal, enfin, c'est une réaction logique. Mais après, comment est-ce qu'on arrive à enclencher quelque chose de bon, ben, OK, le monde qu'on connaît, ben, il est en train de changer. Demain, ce sera pas le même. Bah, qu'est-ce qu'on peut construire qui donne envie, malgré tout, de se mobiliser pour ça? Ouais, c'est vraiment intéressant. Sur la balade sensible, j'aurais aussi une question. Vous nous avez présenté le fait que vous avez, comment dire, interrogé le sentiment de bien-être à quelques endroits de la balade sensible. Est-ce que c'est finalement une manière de réinterroger aussi la notion de confort urbain, ce dont Clément parlait auparavant, face à la surchauffe urbaine, par exemple? Euh, oui, c'est le principe de la balade sensible, en fait, c'est-à-dire euh, cette question bien-être.
elle vient comme un chapeau. Il me semble que je ne sais plus si c'est la première ou la dernière du livret. Et on leur demande de noter de 1 à 5, à la fois sur le bien-être, mais aussi sur, ben, on parle de confort, hein, confort visuel, olfactif, confort thermique, euh, sentiment de sécurité, déplacement. Peut-être que j'en oublie un, mais voilà. Vous avez mentionné au début que c'était un sujet intégrateur, hein, aussi bien, enfin de manière transversale, aussi bien auprès des participants, aussi bien voilà, mais vous avez aussi dit aussi bien à l'interne, c'est-à-dire avec des collègues, vous avez travaillé avec des Mm. collègues de manière pluridisciplinaire, donc jusqu'à quel point ce projet a été, je dirais, fédérateur, c'est-à-dire que vous avez peut-être redécouvert ou découvert des spécificités ou du vocabulaire ou des langages de vos collègues et que ça ait pu éventuellement susciter d'autres projets ou d'autres manières de travailler. Oui, c'est pour ça que c'était très enthousiasmant pour nous. Alors peut-être avant de vous parler de l'interne, juste pour dire que le commanditaire de l'étude, c'est le service renouvellement urbain de la métropole. Et en fait, enfin, je me suis rendu compte que les gens qui travaillent dans le renouvellement urbain, ils ont un peu cette même posture euh, que qu'on peut avoir au CEREMA, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de un espace, enfin de quelques espaces, mais c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte tout un tas de problématiques par rapport à des collègues qui ont peut-être un prisme plus mobilité ou nature en ville ou gestion de l'eau, enfin voilà. Et eux, ils militent comme nous pour une vision globale. Donc ça, déjà, on s'est trouvé dans le binôme de portage de projet. Et après, en interne, oui, ça a suscité plein de choses. Oui, effectivement, j'ai appris plein de choses. Notamment que l'éclairage public pouvait avoir plein de conséquences sur la surchauffe urbaine, sur la biodiversité, et que donc c'est intéressant d'aller vraiment questionner des collègues, même dont on se disait qu'au départ, éclairage public, ils n'étaient pas forcément trop dedans. Ben, en fait, si. Et, euh, et donc, la suite, ça donne suite à la fois au sein de la métropole où on devrait poursuivre cette étude à travers comment est-ce qu'on va euh, faire boule de neige dans d'autres services qui s'occupent d'aménagement d'espaces publics, à travers d'autres sites expérimentaux, à travers la voirie, enfin, voilà, d'aller continuer cette démarche. Et donc en interne, ben, avec une équipe projet, pareil, qui est transversale et pluridisciplinaire. D'accord, j'ai une autre petite question sur cette fois sur les participants, sur un peu le profil des participants. Vous disiez que c'était la moitié population et l'autre moitié, bon, un mélange, hein, il y avait des élus, des choses comme ça. Dans la population, est-ce que c'était une population plutôt représentative, on va dire, de ceux qui y vivent dans cette ville, mais plus exactement, y avait-il par exemple des commerçants? Parce que souvent, quand on parle de piétonisation, il y a souvent des réticences, notamment de la part des commerçants qui ne voient pas forcément ce que ça peut amener en termes de clientèle, alors que parfois ça peut amener de la clientèle, mais peut-être l'équation n'est pas forcément évidente. Donc, est-ce qu'il y avait voilà, ce genre de profil, par exemple, dans les participants? Oui. Euh, alors sur les balades sensibles, disons que s'il y avait des commerçants, ils ne se sont pas spécifiquement présentés de cette manière-là. En revanche, sur les ateliers de concertation, on avait fait le choix d'aller plus franchement chercher des commerçants. Euh, donc, il y en a eu quelques-uns. Et en fait, c'est le fait de passer par une carte persona. Ça invite un sous-groupe qui est composé de 6 à 8 participants qui sont tous différents à se projeter dans un usager qui n'est pas eux-mêmes. C'est-à-dire, on les invite à vraiment parler pour un usager autre, un persona. Donc, par contre, dans les personas, il y avait un commerçant du centre-ville. Mais disons que ça permet de dépersonnaliser les intérêts qu'on peut avoir dans tel ou tel type d'aménagement et donc de réfléchir pour le collectif. Oui, ça permet de comprendre la logique d'action finalement d'un autre profil qu'on n'est pas forcément. C'est Oui. ça.
Donc, du coup, de se familiariser finalement avec les différents centres d'intérêt. Mais donc la table qui incarnait un commerçant, enfin, je veux dire, n'a pas fait des préconisations spécialement détonnantes par rapport aux autres. Ah oui, d'accord. Alors, allez, j'en ai deux autres. Si par exemple vous aviez des recommandations à faire pour une entité, par exemple, qui aimerait reproduire à peu près la même démarche que vous avez fait, j'imagine qu'il y a aussi des erreurs que vous avez fait ou vous avez appris aussi tout au cours de la démarche. Donc, quels seraient les écueils à éviter dans le cadre de ce démarche où vous seriez allé peut-être plus vite sur tel ou tel point ou des choses comme ça? Euh, je vous disais en début de projet qu'il y avait deux zones. Il y avait le centre-ville de La Seine et puis le centre-ville de Toulon. Et à Toulon, notre intervention, elle n'a pas du tout eu le même écho. Pas du tout. Euh, les, les techniciens de la ville qui travaillent sur le projet, ils étaient plus réticents déjà à l'aspect concertation, consultation des habitants. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'atelier de concertation là-bas. Euh, je dirais que un des facteurs de réussite, c'est de s'assurer du portage politique qu'il y a derrière. Mais bon, malgré tout, c'est quand même intéressant de d'avancer. Enfin, c'est difficile, hein, de voilà de. Alors, dans les écueils, il y a, ben ça, c'est comme dans tout projet de participation, euh, aller chercher les habitants, c'est hyper dur. D'arriver à déterminer les bons créneaux. Euh, Est-ce que c'est de 16 à 19? Est-ce que, enfin, voilà, pour arriver à toucher les gens, ça reste très difficile. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que on a essayé plein de choses, hein. Enfin, je veux dire, là, la métropole, ils se sont vraiment donné les moyens. Mais euh, après, moi, c'est dans ma propre conduite de projet et comme c'était la première fois qu'on avait ce type d'association en interne, euh, là, les projets que j'enclenche maintenant, je cadre mieux au départ, c'est-à-dire je donne plus d'infos sur ce que ça va demander en implication aux uns et aux autres. Et, euh, et peut-être, voilà, c'est de bien cadrer au départ qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce que le commanditaire attend de tout ça. Est-ce que c'est juste une demande l'Agence nationale du renouvellement urbain parce qu'il faut faire un peu de participation ou est-ce que derrière, il y a une vraie attente de la collectivité? Voilà. Mhm. Donc, c'est vraiment la précision du cahier des charges qui peut être lu ou interprété de différentes façons et donc essayer de le préciser par des interactions, j'imagine. Ouais. Allez, j'en ai une petite dernière pour vous dans les préconisations, là, notamment finales que vous donniez. Est-ce qu'il y en avait qui relevaient plutôt de l'ordre des d'aspects sociaux, comportement, mode de vie, c'est-à-dire moins techniques? Je dirais. Ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, des choses qui ne sont pas, on va dire, qui n'émergent pas forcément dans ce genre de projet, en tout cas en premier lieu? Bah, le sujet des usages, il est central. Le sujet des usages de l'espace public. Après, là, l'idée, c'était... Pardon. Peut-être je vais mettre un lien après, comme Mhm. ça, les Oui, participants qui sont intéressés, ils pourront voir l'intégralité du bien rapport sûr. d'études. Mais bah, typiquement, en plus là sur des secteurs de renouvellement urbain, ça veut dire on a des indicateurs socio-économiques qui sont plutôt problématiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce type de projet. Et donc un des enjeux, c'est d'arriver à faire revenir les femmes et les enfants dans l'espace public. Mhm. Donc on a essayé, oui, de tenir compte de vraiment de là où on était, quoi. Ben, merci beaucoup, Céline Bigy, Merci à vous. pour ce projet qui est extrêmement stimulant, je trouve, et votre air enjoué donne en plus un air particulièrement vraiment intéressant et stimulant. Merci Merci. beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Florian Dupont.
Florian, je crois que vous avez le mauvais nom de famille sur votre vignette, mais c'est pas grave. Donc, vous êtes bien Florian Dupont. Enchanté, Florian. Pendant que vous partagez votre écran, je vais vous présenter. Vous avez cofondé donc la structure qui s'appelle ZEFCO en 2018, justement avec François Perron, et vous y dirigez une équipe engagée sur la transition environnementale de l'architecture et l'urbanisme. Vous êtes formé en master d'ingénierie environnementale pour l'architecture au Centre des technologies alternatives au Pays de Galles, après un master d'urbanisme à la Sorbonne et un IUT d'environnement. Vous avez aussi travaillé chez ICOM à Londres. Vous avez rejoint le groupe d'ingénierie Burgea, puis l'agence Franck Boutet Consultant. Vous avez pris la direction du pôle ville et territoire, justement, à cette agence. Et enfin, vous avez également été co-directeur, non, co-rédacteur en chef de la revue urbaine. Vous avez été cité dans le palmarès des jeunes urbanismes 2007 et vous assurez aujourd'hui la direction de plusieurs projets, aussi bien d'aménagement, de construction et de conseil recherche. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et je vous cède la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Peut-être un mot avant de me lancer sur cette question de l'îlot de chaleur urbain pour dire que pour nous, c'est toujours important quand on parle d'adaptation de rappeler que la première des choses à faire, c'est l'atténuation du réchauffement climatique. C'est un peu trivial quand on le dit, mais c'est toujours important de se le rappeler. Et en fait, nous, dans nos métiers, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui s'intéressent à l'adaptation parce que ils se masquent un peu les yeux sur l'enjeu de l'atténuation et le changement structurel qui est nécessaire dans la société. Donc on le martèle un petit peu, je pense que là les gens le savent, mais ça va toujours mieux en le disant. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter un peu des ingrédients de projet. Les deux interventions précédentes les ont présentés aussi à leur manière, mais on s'est dit que c'était intéressant de vous montrer les choses un peu une par une, toutes les briques de projet qu'on utilise pour traiter cette question-là. Donc forcément, on commence un peu par le sol. Aujourd'hui, quand on parle d'îlot de chaleur, on va souvent parler, vous allez souvent entendre parler d'albédo. L'albédo, c'est un phénomène qui est assez simple. En fait, quand vous avez des matériaux clairs qui ont peu de capacité à stocker de la chaleur, ils vont renvoyer cette chaleur et elle ne sera pas stockée. Et à l'inverse, si vous avez des matériaux foncés avec un albédo faible, ils vont stocker cette chaleur. Et là, on va emmagasiner de la chaleur dans la ville. Donc, c'est un peu le point de départ de tout. Mais c'est toujours important de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'au début, on commence à se dire, OK, bon, bah, c'est une question de choix de matériaux de surface. Et après, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, vous avez le matin le soleil qui commence à taper sur des couches qui se réchauffent, qui vont commencer à réchauffer des sous-couches et qui vont commencer à stocker de la chaleur, qui vont en stocker de plus en plus au moment où ça va passer le midi, puis qui vont continuer le soir. Donc là, vous voyez la chaleur qui rentre dans les sous-couches, et donc ça, c'est un point qui est important, parce que la ville de Paris a montré qu'en fait, avec un revêtement égal, on allait stocker différemment en fonction de ce qui se passait aussi dans les sous-couches, dans le sol. Donc on voit quand même déjà là le phénomène qui se complexifie un peu. Et puis, Clément en a parlé tout à l'heure, en fait, mon petit soleil, là, on imagine qu'il n'y a pas de bâtiment, mais quand il y en a, eh ben, en fait, on peut le bloquer le matin, on peut le bloquer le soir. Et donc, il y a comme ça des choses qui commencent à parler de ce dont je parlerai à la fin, qui est la morphologie. Et qu'on va retrouver sur la question du soir, parce que la capacité que va avoir un sol à déstocker cette chaleur va déterminer aussi la capacité à l'évacuer et à pas le retrouver le lendemain, parce que le problème des canicules, c'est souvent cette température qui monte un petit peu dans le temps. Donc, ça nous amène à un sujet qui est assez simple, qui est la question de la perméabilité. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir un aval d'eau plus ou moins favorable, la solution, c'est désimperméabiliser la ville, commencer à y mettre de la végétation pour permettre d'avoir un effet de chaleur, un niveau de chaleur qui est diminué. Et là, on peut le voir sur des choses très, très concrètes. Ça, c'est une mesure qui a été prise par la ville de Paris sur un tramway. Donc, quand vous prenez la température de surface, vous avez 25 degrés sur cette partie où il y a du gazon, 29 avec des matériaux un petit peu clairs et sans doute des sous-couches un petit peu favorables. Et hop, quand vous êtes sur l'asphalte, vous passez à 32. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du dispositif de base de ce qui se passe quand il y a ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, qui est un phénomène qui concerne toute la ville, qui marche aussi sur les toits. Et on peut commencer à décomposer et qu'on commence à regarder quand on travaille, par exemple, sur des espaces publics. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne que quand on bosse sur un projet urbain, donc là c'est un travail sur un foncier de la Fondation d'Auteuil à Paris,
où vous avez un existant qui est extrêmement imperméabilisé et donc très très chaud, quand on commence à changer les matériaux, à faire venir de la terre et du linceul, on arrive à refroidir un petit peu le quartier. Ça nous amène à un deuxième sujet qui est le rôle des arbres. Là aussi, c'est un peu, on revient aux fondamentaux, mais c'est important de se dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça permet. Donc, un arbre en forêt, en fait, il empêche le soleil d'aller jusqu'au sol. Et en plus, il va évapotranspirer, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'humidité dans l'air et il va permettre à toute une série de végétation en dessous de pousser et maintenir l'eau dans le sol et dans l'air. Quand vous l'imaginez ensuite en prairie, vous voyez sur ce schéma-là que le soleil arrive plus facilement au sol, donc le sol commence à stocker, donc ensuite il va le restituer et on va diminuer cette évapotranspiration. Et ben, ce qui se passe en ville, c'est un phénomène encore accentué par rapport à ça, où vous avez un arbre qui a très peu de ressources en eau parce qu'il a peu d'accès à la terre, qu'il a en plus un cycle de l'eau qui est rerouté vers des tuyaux qui lui bloquent cet aspect-là. Donc, en fait, il peut plus évapotranspirer et en plus, ça va stocker sur un sol nu et imperméable, sur des bâtiments qui sont eux aussi imperméables et donc qui vont restituer cette chaleur dans le temps. Donc, cet arbre-là, il va jouer des rôles complètement différents s'il est dans ces conditions un petit peu naturelles de pleine terre où il va avoir une forte ombre et une faible restriction de la chaleur, ou à l'inverse, s'il est en développement très contraint comme sur l'Europe. Et ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est important de se dire que sur des projets très imperméables, et dans cet exemple-là, même qui ont des sous-sols très compliqués, donc on est sur la place de la Comédie à Montpellier, où en fait vous avez un parking en dessous, donc la moindre fosse d'arbre, en fait, c'est une ingénierie un petit peu compliquée. Et là, le travail qui a été fait, c'est de voir comment, en rajoutant, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arbres, on arrive à modifier la physionomie, on va dire, climatique d'une place emblématique comme celle-là. Et ça, la simulation, elle paraît simple. L'idée de mettre 10 arbres, ça paraît simple. Mais en fait, sur ces grosses places métropolitaines, c'est des enjeux très compliqués dans le sol. C'est des arbitrages extrêmement importants parce que pour ceux qui connaissent Montpellier, c'est une place qui est quand même très, très iconique. Et donc, voilà, ça, c'est de la gestion de l'îlot de chaleur urbain très concret. Puis ça commence à permettre d'introduire une notion un petit peu d'usage, parce que on peut se dire, bon, bah, vous avez traité une partie du sujet, mais vous l'avez pas traité ici. Il se trouve que ici, c'est une partie patrimoniale qui est assez importante. Mais par contre, c'est important de se projeter. C'est-à-dire que quand on est à midi en plein cagnard l'été à Montpellier, devoir traverser tout ça pour une personne âgée ou sensible, c'est beaucoup. Le fait de pouvoir avoir un parcours peut-être un petit peu désagréable ici, puis rejoindre une partie un petit peu plus agréable là, avant de rejoindre le mail planté ici, là, tout de suite, ça qualifie le parcours. Et donc, il faut commencer à avoir un petit peu cette lecture. Les arbres, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils poussent avec l'eau. Et c'était une des questions qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Quel lien il y a entre les deux? Le lien, il est évidemment fondamental, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, le revêtement imperméable, en plus de stocker la chaleur, il va empêcher l'eau d'arriver jusqu'au sol et donc dans les arbres. Et pour évapotranspirer, l'arbre, il a besoin de cette ressource en eau. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé, par exemple, sous un saule en plein été, où à un moment, vous commencez à avoir le saule qui pleure, c'est qu'en fait, il est plus capable de gérer sa température. Et c'est parce qu'il n'arrive plus à évapotranspirer. Donc en fait, vous avez besoin que ces arbres aient des ressources en eau pour continuer à en mettre dans l'air et à continuer à rafraîchir la ville. Ça a été modélisé, ça, parce que c'est toujours des choses qui sont un peu dures à objectiver. Donc là, il y a un travail qui a été intéressant, qui a été de dire, par rapport à une situation de référence, je peux faire baisser de moins 0,5 degrés la température en ayant plutôt des toitures et de l'eau, de moins 1 degré en ayant des arbres mais pas d'eau. Et si je combine toutes les solutions, c'est-à-dire des arbres en plein sol, multistrates, des toitures plantées et de l'arrosage, je descends à moins 3 degrés. Donc là, je ne suis pas du tout en train de dire que ça, c'est ce qu'il faut faire partout. Pas du tout.
Le propos tout à l'heure de Clément est très juste, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut toujours choisir les solutions qui vont être les moins consommatrices de ressources et donc les plus pérennes dans le temps et le plus, on va dire, structurelles pour la ville. Néanmoins, ça donne l'idée de ce qu'on peut manipuler. Ces choses-là, elles posent énormément de questions. Par exemple, nous, on est plutôt en train de se faire une conviction qu'il faut éviter les jardins suspendus parce qu'en fait, à un moment où on essaie de développer des bâtiments bas carbone avec des matériaux qui sont sensibles à l'eau que sont les biosourcés, etc., il faut se simplifier un petit peu la vie. Mais il y a plein de situations urbaines très, très différentes. Et donc, il y a des moments, notamment au cœur des métropoles, où on peut être amené à se poser ces questions-là. Et donc, voilà, l'échelle qu'on peut gérer, elle est de cet ordre-là. Il n'y a pas forcément besoin d'apporter de l'eau au sens de l'arrosage. Il y a déjà le fait de s'assurer que les arbres ont la capacité de récupérer l'eau de pluie. Ça, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, même s'il est complètement involontaire. Ces arbres ont été plantés au même moment, ces deux alignements-là. C'est juste que eux, ils sont en fosse, qui reçoivent pas l'eau de la surface. Eux, ils sont plantés en terre continue, les fosses sont reliées et ils reçoivent de l'eau. Et donc, vous voyez, l'image parle d'elle-même, le développement de ces arbres-là est sans comparaison avec ceux-là et évidemment, l'ombre en conséquence est absolument incomparable. Alors ça, c'est des choses, pour ceux qui ne sont pas du métier, ça peut paraître assez simple. On se dit, bon, bah ok, l'eau va dans le sol. En pratique, c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment raisonner sur une logique où je me pose la question de comment une goutte d'eau qui tombe sur un toit va arriver dans mon sol. Donc, s'il y a une toiture végétalisée, on voit bien comment ça arrive. Mais par exemple, là, le dessin, il est un peu schématique, mais si, il y a des édicules techniques, s'il y a des endroits où les gens peuvent marcher, comment l'endroit où on marche, il doit être plus haut que l'endroit où on collecte l'eau. Donc, tout de suite, il y a des détails qui commencent à faire qu'à la fin, ça devient plus simple de renvoyer au réseau. Et pourtant, ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est que la moindre goutte d'eau finisse soit dans ces cœurs d'îlots, soit dans un morceau d'espace public, pour qu'ensuite, ça vienne alimenter le sol et que quand il fait beau, il y ait de l'évaporation, l'évapotranspiration par les plantes. Et après, il peut y avoir des moments où il y a des orages, avec des moments où il y a de l'eau qui arrive un petit peu en masse. Là, il faut faire de la rétention, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu de volume pour gérer des pluies exceptionnelles. Et donc ça, parfois, on peut les infiltrer, il faut le faire. Et parfois, on ne peut pas. Ce qui va vraiment être dimensionnant, c'est plutôt la première partie, c'est-à-dire comment les pluies courantes, c'est-à-dire les pluies de tous les jours, viennent bien alimenter la végétation et pas la station d'épuration. Et en dernier recours, il y a la question de l'eau dans la ville. Alors, l'eau dans la ville, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est polémique et c'est pas du tout les sujets que nous, on va pousser en premier. Néanmoins, c'est important de le mentionner pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a des moments où, en fait, on en a vraiment besoin. D'autres où c'est juste des moments de loisirs, de plaisir. On le voit assez bien ici. Et puis, dans un moment où on cherche à limiter la taille des bassins de ville, à réduire les déplacements, il faut un peu donner la capacité des gens à vivre bien en ville pendant ces moments-là. Donc, ça va juste de la fontaine où on peut boire ou se tremper les mains à des choses plus rigolotes comme on le voit ici. C'est pas à généraliser, mais c'est important là aussi de l'avoir dans le panel des solutions. On a pu le tester un petit peu en simulation sur des projets comme la place de la Comédie où on voit un peu l'effet que ça peut avoir sur le confort dans des espaces publics comme celui-là, qui sont assez significatifs, indéniablement. Enfin, c'est important de se dire qu'il y a l'eau de pluie qui doit être vraiment la partie qu'on ne doit pas gérer, mais il y a aussi les eaux qu'on peut trouver en ville. Il se trouve que un huitième des eaux de piscine sont renouvelées par jour et que 24 heures après, elles peuvent être utilisées pour de l'arrosage. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place aujourd'hui par des collectivités de manière très très simple, c'est-à-dire qu'elles remplissent des camions citernes qu'elles viennent ensuite mettre dans les pieds d'arbres. Et là aussi, ça dessine la possibilité de se faire des petits îlots de fraîcheur, des petites solutions très locales qui sont pour une eau qui de toute façon finirait dans les stations d'épuration. Vous avez la même chose avec les eaux d'exor, c'est moins courant.
c'est moins facile. Les eaux d'exhaust, c'est quand on a des parkings, il y a plein d'endroits où on pompe la nappe pour éviter qu'elle envahisse le parking. Là aussi, c'est vraiment pas des solutions qu'on pousse, mais c'est une ressource qui existe dans beaucoup de villes, à proximité de pas mal d'ouvrages enterrés. Et donc, c'est une ressource qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est de l'eau qui est bien disponible au moment où on en a besoin lors des canicules. Ensuite, il y a un élément qui est assez important de se rappeler quand même, c'est que dans la ville, il y a plein de petits moteurs. Vous avez des petits moteurs dans les climatiseurs. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais un petit peu insister sur le fait qu'on est vraiment sur un cycle infernal. C'est-à-dire que vous avez chaud, vous mettez un climatiseur, il va rejeter de l'air chaud à l'extérieur. Donc, la température extérieure va être plus chaude. Donc, vous avez plus cet enclin à utiliser un climatiseur derrière. Ça, c'est des choses qu'on voit de manière très, très concrète dans les copros, c'est-à-dire qu'il y a un premier qui va mettre un climatiseur, du coup, il y a un courant d'air chaud qui va arriver chez le voisin, qui va mettre un climatiseur, et là, vous rentrez dans un cercle infernal qui est absolument contraire avec tous les sujets d'adaptation, tous les sujets d'atténuation. Donc, on martèle un petit peu ce message aussi. Clément l'avait mentionné, je me permets d'insister parce que c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Et l'autre sujet, il est très très similaire avec la question de la voiture. Vous avez des températures élevées, donc l'effort du déplacement devient plus important. En plus, vous avez l'opportunité de le faire de manière climatisée. Donc, vous vous mettez à utiliser des transports motorisés et climatisés et vous renforcez encore l'îlot de chaleur urbain. Et hop, on est parti dans un cycle là aussi infernal. Donc, là aussi, j'essaye de montrer un peu quand même comment les sujets adaptation et atténuation marchent de pair. Parce qu'il faut se rendre compte de ces désordres un petit peu structurels qui existent aujourd'hui dans nos villes et dans nos sociétés et qu'il faut absolument bloquer pour ces deux raisons. Ça me permet d'arriver à la question de la morphologie urbaine. Tout à l'heure, on a eu des exemples plutôt du sud. Moi, je vais aller encore plus au sud pour vous parler des médinas du Maghreb. Les médinas du Maghreb, quand vous regardez comme ça une vue du ciel, vous vous apercevez qu'il y a deux choses qui sont fondamentales. Un, des rues extrêmement petites, qui fait que le soleil ne rentre pas. Et deux, des toits qui sont quasiment tous à la même hauteur. Donc en fait, ça vous fait une espèce de bâtiment quasiment presque unitaire, sur lequel le soleil va taper que sur les toits, qui évidemment vont stocker de la chaleur, ce qui a priori vous voudriez éviter. Mais en l'occurrence, comme ils sont tous à la même hauteur, ils peuvent ensuite tous rayonner vers le ciel et renvoyer et décharger pendant toute la nuit. Donc en fait, vous avez une espèce de couche protectrice qui est une espèce de toit commun qui va chauffer la journée et se décharger la nuit. Et ça, c'est un peu ce qui a pu être testé dans la ville de Arles, dans la ville historique, là, que Clément a bien montré tout à l'heure, dans laquelle, dès qu'il y a un interstice où le soleil risque de rentrer, on va mettre des choses qui vont protéger les rues. Donc, historiquement, à Arles, ils le faisaient avec du tissu. Au Maghreb, c'est fréquent aussi d'avoir des tissus ou d'avoir des tissages de feuilles, des choses comme ça, pour vraiment bloquer le soleil. Et c'est comme ça que ça marche. La ville européenne, quand on n'est pas dans les petites villes du sud, dès qu'on est un petit peu au nord de ça, en fait, elle a un problème, c'est qu'elle a encore besoin de la chaleur l'hiver et de la lumière d'ailleurs. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup vous voyez des cartes, on vous dit demain, Lyon, ce sera le climat d'Alger, etc. En fait, en France, on est encore parti pour avoir des hivers qui sont certes moins froids, mais dans lesquels on a encore besoin de se chauffer. Et en plus, notre ville, elle est beaucoup plus aérée que ça. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'endroits où on va avoir des rues qui sont si petites qu'on va pouvoir bloquer le soleil. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à bien comprendre, nous, comment, quand on est dans des modèles de ville plus ouvertes, on va réussir à bloquer l'arrivée du soleil par d'autres moyens et se donner les capacités de l'évacuer. Donc, là-dedans, il y a cette question de l'accès au ciel. Quand vous avez un accès au ciel très très fort, vous pouvez dégager facilement. Quand même créer des situations où vous bloquez le soleil, parce que sinon, vous savez que si une fois qu'il est rentré dans une morphologie comme celle-là, en gros, les bâtiments vont se l'échanger entre eux.
et comment on utilise le vent. Comment le vent permet de décharger, notamment la nuit, des bâtiments qui ont pu être exposés au soleil et faire évacuer la chaleur. Ça nous amène à un autre sujet qui est la question des trames. C'est-à-dire qu'on a un peu réglé le rapport des bâtiments les uns entre les autres. Maintenant, il faut raisonner à l'échelle urbaine. On voit que, donc ça c'est une étude qu'on a faite pour Vallée Sud Grand Paris, qui est une intercommunalité au sud de Paris, qu'on arrive à identifier des tissus urbains qui sont plus vulnérables à cette question de l'îlot de chaleur. Donc, vous avez les parcs d'activité, ça on s'en doutait un petit peu. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a identifié que dans ce cas-là, les hôpitaux étaient souvent en plein milieu de petits spots de chaleur. C'est très lié en général à leur toiture, au fait qu'ils ont des rejets de gros froid et au parking. Il y a les réseaux SNCF, on s'y attendait un petit peu, et puis on voit quand même comment des quartiers assez denses sont plus vulnérables que d'autres quartiers du territoire. Et vous avez l'inverse. Donc vous avez les forêts, sans surprise, les plans d'eau, sans surprise aussi, les cimetières, ça c'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, en fait, il y a certains cimetières, et notamment celui-là, où en fait, ça peut devenir un lieu qui commence à avoir un intérêt en pleine canicule. On est en train de revoir un petit peu notre rapport au cimetière comme étant des espaces publics, des lieux dans lesquels on peut aller. C'est aussi une réponse sur ces questions-là. Et là, on ne le voit pas très très bien, mais vous voyez se dessiner ici une espèce de ligne un petit peu fraîche. Alors ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la ligne du TGV Atlantique qui est couverte la majeure partie du temps et sur lequel il y a une promenade un petit peu verte qui traverse le territoire. Et ça, on a trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça dit deux choses. Ça dit qu'en fait, vous avez un début de tracé arboré dans lequel vous pouvez avoir des gens qui marchent, font du vélo et donc peuvent circuler en pleine canicule, à l'ombre ou en tout cas au frais, plus qu'ailleurs. Et ça veut dire que le fait que ce soit un équipement linéaire fait que vous maximisez le nombre de personnes qui potentiellement peuvent aller dans des lieux frais et trouver un petit peu des lieux refuge. Et là encore, un endroit qui est vu pour l'instant un petit peu comme une balade du dimanche, tout d'un coup, dans la logique atténuation du changement climatique, donc piétons, vélo et adaptation au changement climatique, fraîcheur disponible pour un maximum de personnes le plus proche de leur logement, un équipement, une infrastructure comme ça prend une autre dimension territoriale. Et donc, vous avez comme ça des géographies qui commencent. Alors, ça, c'est pas un travail qu'on a fait nous, c'est un travail de la pure qui commence à cartographier des endroits de fraîcheur et des endroits où, à l'inverse, la nuit, on va avoir un peu du mal à évacuer et donc on va être un peu en confort nocturne un peu dégradé. Et ça, évidemment, il faut le mettre en parallèle avec des usages. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je pense que déjà, je suis un peu long, mais mentionner l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est très paradoxal dans l'étude qu'on a faite tout à l'heure de se dire qu'en fait, les hôpitaux où se concentrent les populations vulnérables étaient les spots de chaleur et en même temps, on l'explique très très bien. On a un toit noir avec des groupes froids, on a des grands toits bétonnés avec en plus un parking et des groupes froids. Fatalement, on est sur une concentration de problèmes à un endroit où les populations sont vulnérables. Donc, il faut vraiment avoir cette lecture de se dire, OK, quelles sont les populations qui sont exposées à ça? Et ça dessine vraiment une géographie. Je n'ai pas pu vous montrer l'étude parce que pour l'instant, elle est pas officielle. Mais sur une grande métropole, on s'est mis à cartographier les points d'eau d'un quartier d'affaires dense. Et vous vous apercevez qu'en fait, il n'y a pas de politique publique de l'accès à l'eau potable alors qu'on est face à des populations qui en ont besoin. C'est-à-dire que la géographie n'a absolument aucun sens. Vous voyez que c'est juste l'opportunisme des espaces publics qui a localisé à tel ou tel endroit des points d'eau. Alors qu'en fait, on voit bien que de la même manière qu'on a des poubelles tous les X mètres, de la même manière que on a, je sais pas si tu peux y avoir comme exemple, des squares tous les X mètres, il nous faut des points d'eau en canicule pour les populations vulnérables, ceux qui vivent dehors parce que c'est des SDF, soit les populations vulnérables parce qu'elles sont enfants, personnes âgées, malades, que sais-je. Il faut absolument qu'on mette ça en place absolument partout. Et donc, ça nous incite vraiment à avoir une lecture des usages, c'est-à-dire que même ici à Barcelone, dans ce projet qui est assez iconique sur son intégration du frais et de la capacité
à apporter de l'usage concret à l'ombre, au frais, même si on est sur un boulevard qui est, à mes yeux, beaucoup trop routier. Euh, dans les logiques d'atténuation que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, quand on commence à raisonner un petit peu sur les usages, on peut se dire, bien se poser la question de où est-ce qu'une personne âgée peut aller lire son journal l'après-midi à Londres, où est-ce qu'elle peut aller s'asseoir pour se mettre un petit peu au frais parce qu'il fait trop chaud le soir, et créer ce dispositif-là, cette espèce d'infrastructure de confort et de santé qui est absolument nécessaire vu l'augmentation des températures. Merci. Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces informations hyper intéressantes et très complémentaires avec ce qu'on a vu avant. Alors, j'ai quelques questions. Alors, j'étais très intéressé par la partie notamment sur la lecture des usages. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait, je dirais, couramment dans les projets? C'est-à-dire que généralement, quand on passe design, urbain, etc., on pense en enveloppe, forme urbaine, etc. Est-ce que la lecture des usages, et vous avez pris un exemple, je trouve, qui est vraiment intéressant, c'est la personne qui va lire son journal sur un banc public, par exemple. Est-ce qu'elle est de plus en plus prise en compte, je dirais, dans les projets? Oui, elle est de plus en plus prise en compte. On a beaucoup de mal à la systématiser, c'est-à-dire que on sent que c'est une méthode qui vient. Céline en a parlé un petit peu tout à l'heure et qui nous aide beaucoup. Moi, je trouve que le sujet qui est compliqué en ce moment en urbanisme, c'est comme on est en train de faire face à beaucoup de révolutions. On a du mal à évaluer tous les usages. C'est-à-dire que en même temps qu'on fait ce travail-là, il faut faire celui sur les usages de demain, où en fait on doit se déplacer 3 fois moins, où on doit manger 5 fois moins de viande, où on doit avoir un logement qui est proche de son emploi. Bref, on est dans un moment où on est en train de remettre énormément de choses en question. Donc forcément, on est obligé de se poser beaucoup de questions sur les usages. Mais il y a un côté où c'est presque trop dans les processus de projet qui sont obligés de prendre un petit peu des angles d'attaque. Et c'est vrai qu'on peut pas, c'est difficile de les prendre tous sur tous les projets urbains ou tous les projets architecturaux. Ouais, ouais. Et un peu du même ordre, ma deuxième question, c'est généralement, on fait face à des réflexes techniques hein, sur des commandes ou des choses comme ça. Donc, vous, comment vous y prenez pour pousser un petit peu des solutions où justement il peut y avoir des co-bénéfices auxquels on ne pense pas forcément, alors des co-bénéfices en termes de ressources, en termes enfin, d'utilisation de ressources, mais pas que ça. Hein, vous signalez justement, il y a aussi un aspect un peu valeur, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux enjeux climatiques, ça veut dire que vous l'intégrez dans votre propre réflexion. Comment vous vous y prenez finalement? C'est quoi les arguments que vous poussez pour aller pousser sur ces solutions-là? Nous, on aime bien la quantification. C'est vrai que, on se rend compte que c'est quand même un des moyens qui permet d'objectiver les choses, parce que sinon, on est toujours en train de dire oui, mais enfin, tout le monde trouve un peu une bonne raison pour justifier une grosse intervention parce qu'elle a toujours un avantage. Donc, on essaye de travailler pas mal sur l'objectivation et le rapport aux grands enjeux. C'est-à-dire que nous, on essaye toujours de se raccrocher en disant, OK, les accords de Paris nous disent ça. Donc, ça veut dire concrètement qu'on doit réduire les consommations de tel et tel sujet ou de tel et tel usage de temps. OK, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on forcément, on doit trouver une alternative? Donc, on construit pas mal de raisonnements comme ça, mais là encore, c'est vrai que c'est des choses qui prennent un petit peu de temps ou qui nécessitent un petit peu d'acculturation. Euh, et puis moi je trouve que sur ce sujet-là, il y a un peu un malentendu, c'est-à-dire on est dans un moment où il y a plus personne qui est vraiment climato-sceptique. Tout le monde dit il faut sauver la biodiversité, tout le monde sait qu'il y a une crise sur les ressources, mais personne n'arrive complètement à mettre en adéquation ses actions et la compréhension du problème. Donc Hmm. nous je sais c'est pour ça qu'au début je disais je tiens à parler d'atténuation, c'est parce que je sens qu'il faut en permanence se rappeler l'ampleur des problèmes qu'on est en train de traiter. Oui, tout à fait. Nous, on vous suit aussi parce qu'au comité 21, on pratique le martelage, c'est-à-dire qu'on répète, on répète, on répète, parce que je pense qu'effectivement, il en faut beaucoup, même pour des personnes qui se disent sensibilisées, convaincues. Une autre question, c'est justement auprès de vos pairs ou auprès de la filière, je dirais, entière, comment vous voyez l'évolution de ces enjeux climatiques? Est-ce qu'ils sont intégrés de plus en plus? Est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment des changements de comportement, des changements de pratiques, peut-être à la faveur d'une nouvelle génération qui s'installe sur le marché du travail?
Alors, c'est très variable selon les sujets, hein. Mm. Aujourd'hui, on est très aidé par la réglementation environnementale sur le bâtiment. Donc là, vous avez une lame de fond qui est en train d'emmener tout le monde, aidé par toute une série de réglementations. Les diagnostics de performance énergétique des logements, Mm. le décret tertiaire sur la rénovation des bureaux, la taxonomie pour les investisseurs. Donc, sur le bâtiment, il y a une lame de fond qu'à mon avis, on n'arrêtera pas, dont les gens sous-estiment complètement les effets, mais en Mm. vrai, nous, on le voit dans notre travail, donc ça, c'est en train de bouger, c'est plutôt en train de bouger très vite. Il y a évidemment des réticences, des lobbies Mm. industriels, etc., mais globalement, ce truc-là est assez lancé. Sur l'espace public, c'est plus compliqué. On sent que nous, on a eu la chance de faire partie des rares bureaux d'études qui ont fait pas mal de gros espaces publics, ceux des Jeux Olympiques. On est en train de travailler sur la place de la Comédie. On est en concours sur le Vallon des Égalades à Marseille. On sent que ces gros projets-là, même ceux-là, ils n'ont pas encore la méthodologie pour évaluer l'impact carbone, ressources, Mm. le bioclimatisme de tout ça. C'est pas encore complètement systématisé. La filière a du mal à se créer des métriques un petit peu communes. Après, en urbanisme plus général, on voit qu'il y a un énorme tabou qui est la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'on sent quand même que dans la société, il y a un peu l'idée de se dire, bon, demain, les usages sont le véhicule électrique. Et ça va tout résoudre. Alors qu'en fait, c'est pas du tout à l'échelle des sujets. Nous, on martèle le calcul qui est simple, qui est de dire, avec le budget carbone qu'on a en 2050, il faut qu'on fasse 3 fois moins même en véhicule électrique léger, il faut Mm. qu'on fasse 3 fois moins de distance en véhicule particulier. Donc, en fait, il faut qu'on redessine complètement les bassins de vie. On est obligé, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul qui passe où on circule toujours autant, que ce soit la question de l'avion ou la question du transport quotidien en voiture. Et ça, on sent que les élus sont plus récalcitrants à le raconter, ils ont plus de mal, etc. Et ensuite, on pourrait le décliner sur plein de sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est assez mécanique. Il faudrait qu'on aille vers plus de régime végétarien dans notre alimentation. C'est des choses qu'on a un peu du mal à affirmer. Moi, je suis un peu un partisan, je suis assez churchillien sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a un moment, il faudrait un petit peu promettre du sang et des larmes et se dire c'est comme ça qu'on va y arriver, on va y arriver. Et c'est vrai que cette posture-là, on la sent chez peu d'élus, même des élus engagés sur le sujet, encore moins chez le gouvernement actuel, Mm. et qu'on est un peu inquiet de voir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les seules révolutions qui marchent, c'est les révolutions à bas bruit, avec des réglementations dont les gens ne mesurent pas très très bien les implications et qui se passent dans le bâtiment ou dans la taxonomie. Mm. Alors j'en ai une dernière qui est un peu dans cette lignée. Ça serait quoi, on va dire, les réticences principales auxquelles vous vous heurtez principalement dans le développement de vos projets ou même dans la mise en pratique ou même dans l'élaboration, je dirais, des projets. Ce serait quoi les trois, quatre, je dirais, réticences ou obstacles sur lesquels vraiment il est vraiment difficile de développer ou d'imaginer des voies de contournement ou des leviers? En fait, je ne saurais pas vraiment citer des réticences parce que quand on travaille chacun des sujets individuellement, on finit quand même. Les conclusions sont assez mécaniques quand même en environnement. Quand on a le temps de les travailler, on y arrive. Moi, je vois deux problèmes fondamentaux qui sont, un, ce que je mentionnais tout à l'heure, cette espèce de malentendu initial, c'est-à-dire que le fait de dire, OK, on est en train de bosser des bâtiments performants, et au début, tout le monde croit qu'on s'entend. Et je sais que si, par exemple, on en parle avec Clément, on sait ce que c'est qu'un bâtiment performant par rapport à ces objectifs-là. Et pour nous, c'est plutôt des solutions low-tech. Voilà. Mais qu'en fait, il y a encore des gens à qui on parle et où on a l'impression de se comprendre. Et en fait, pour eux, un bâtiment performant, ça va être énormément de technologie optimisée dans tous les sens par des choses qui vont créer plein de dommages à côté parce qu'ils vont faire toujours plus de données, toujours plus de réseaux, toujours plus, etc. Donc, il y a ces malentendus-là qui sont quand même durs à dépasser. L'autre exemple, ce serait la mobilité tout à l'heure. Et après, il y a la question du phasage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir au même moment des solutions et des commandes.
Et nous, on travaille énormément là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye de bien comprendre où sont les acteurs, que les commandes qui arrivent soient en phase avec ce qu'ils peuvent produire. L'exemple qu'on a, c'est les filières de matériaux biosourcés. Aujourd'hui, elles sont prêtes à faire énormément de choses, mais elles ne sont pas forcément armées pour travailler sur les très gros projets s'il n'y a pas un travail de sourçage amont, de calage sur la manière de les utiliser, etc. Et donc ça, ce travail du synchronisme des filières et des solutions, il est crucial. Et sur le sujet, pour revenir à l'île de Chaleur-Vin, ça peut être par exemple la question de comment on dimensionne l'ingénierie, qui est sophistiquée, hein, parce que là, ce dont on parle aujourd'hui, ça paraît assez simple parce que c'est du bioclimatisme un peu ancestral, mais quand il faut le simuler et apporter des preuves, c'est très très vite très cher en fait. Donc, quand vous avez un espace public qui, pour le public, paraît très cher à 3 ou 4 millions d'euros, en fait, souvent, vous n'avez pas les moyens de vous payer cette ingénierie-là. Et donc, là, il y a un synchronisme d'ingénierie, de compétences, qui n'est pas du tout facile à créer dans le temps. Donc, plus que des réticences, je citerai ouais, ces deux questions. Le malentendu initial et bien faire matcher les capacités des filières d'approvisionnement ou des solutions d'ingénierie avec les commandes des maîtrises d'ouvrage. Bah, Florian, merci beaucoup pour tout ça. C'est extrêmement riche et ça répond parfaitement à ce qu'on voulait faire de ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Florian Dupont. J'en profite pour remercier Céline Vigy et Clément Gaillard. Merci à vous trois, hein, intervenants, de vous être rendus disponibles et de nous avoir partagé tout ça. Donc, ça termine cet après-midi. Je repasse la main à Nicolas qui va avoir la parole, la dernière parole, le mot de la fin. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume, pour l'animation et pour la sélection des intervenants qui ont été excellents comme d'habitude. Juste un mot pour vous dire que là, j'ai mis dans le chat le webinaire du 15 octobre qui portera sur les infrastructures à l'épreuve du climat, donc des questions intéressante. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les notes qu'on produit assez régulièrement, notre newsletter. Et on se dit à très vite. On laisse le